cette dernière conférence de notre cycle de conférences autour de l'exposition Moulins sous l'occupation. C'est un moment étrange et difficile. Alors d'abord parce que nous avons un peu un pincement au cœur d'arriver vers la fin d'un cycle. Et puis surtout aussi un moment difficile parce que lorsque nous avons commencé ce projet et que nous avons ouvert l'exposition, la guerre en Europe, nous en parlions au passé. Et arriver presque au terme de cette exposition et avoir une guerre en Europe au présent, parce qu'il faut bien le dire comme ça, c'est vrai que c'est difficile. Et cela donne un relief tout particulier à ce projet dans lequel nous avons vécu en fait pendant maintenant presque 3 ans. C'est aussi une actualité qui nous rappelle encore plus à quel point ce travail de mémoire est essentiel. Et ce travail scientifique, vraiment pour analyser l'histoire et donner des clés de compréhension du monde qui nous entoure. Donc vraiment un enjeu particulièrement fort que nous avons essayé de faire vivre tout au long de cette exposition avec l'ensemble des événements qui ont été proposés. Alors des événements tout publics, comme aujourd'hui cette conférence, et un certain nombre d'autres tout au long de ces mois. L'exposition elle-même, bien sûr, qui, comme vous avez pu le constater, est ouverte librement, puisque la médiathèque est un accès libre et gratuit, donc c'est un point important aussi. Et puis, ce qui est peut-être moins connu, peut-être un peu plus invisible, et je vais me permettre, je prends 2 minutes pour en parler, parce que je crois que c'est important aussi de le dire, par rapport à toute notre activité, c'est qu'il y a tout l'accueil des scolaires que nous faisons tout au long de l'année. Et en particulier pour cette exposition-là, il y a eu un très très gros travail que nous avons pu conduire, aussi grâce à des partenariats avec l'Éducation nationale, avec les archives départementales. Et il y a un chiffre qui parle de lui-même, c'est que nous avons fait les comptes et nous avons accueilli 999 enfants, on peut dire 1000 je crois. Alors, ce sont des choses qu'il faut féliciter aussi. Alors voilà, 1000 enfants, on peut le dire, depuis les classes moyennes, le CM1, CM2, jusqu'à une classe prépa, après le bac, et principalement des collégiens, donc plus de 50% de collégiens, des lycéens également, accueillis pour des visites de l'exposition, mais également pour des ateliers. Et c'est vrai que les ateliers, c'est encore autre chose, c'est vraiment un travail d'appropriation, c'est un travail d'échange, et je vois... Monsieur Drifort, tout au fond de la salle, à côté de Madame Vedren, qui ont été vraiment nos 2 partenaires essentiels pour... Vous connaissez Monsieur Drifort, c'est magnifique lunettes, qui ne passera pas inaperçu. Donc voilà, Monsieur Drifort, dont le grand-père en fait est présent dans l'exposition, donc c'est le témoignage que vous voyez donc, de ce monsieur qui est cheminot résistant, qui a été déporté. Et M. Drifort, son petit-fils, est intervenu dans des ateliers avec Mme Vedren, qui est professeure d'histoire-géographie. Et ça a vraiment permis un travail d'échange avec les élèves, avec les jeunes. Et je crois encore plus dans le contexte que nous vivons aujourd'hui, ce sont des rencontres qui ont été, je pense, importantes. Voilà, en tout cas, ces jeunes en ont témoigné. Et je sais qu'il y a un certain nombre d'enseignants dans la salle aussi. Voilà, tout ça, ce sont des moments qui ont été importants. Donc c'est vrai que c'est une démarche qui touche aussi, je pense, l'enseignant qui est Eric Allary. Tout à fait. Vous m'entendez là quand je parle? Oui. Alors, Eric Allary, que nous remercions d'avoir accepté de revenir à Moulins. Vous l'avez peut-être déjà rencontré, ou en tout cas vu, au moment de la journée d'études du 11 septembre 2021 au Théâtre de Moulins. Donc Eric Allary, qui est docteur agrégé d'histoire de Sciences Po Paris, professeur en chaire supérieure de classe préparatoire aux grandes écoles littéraires, également président des Rendez-vous de l'Histoire de Blois, donc quelque chose qui parlera à tous ceux qui s'intéressent à l'histoire. Bon, je ne vais pas revenir sur tout son parcours, parce que c'est un parcours scientifique qui est extrêmement riche depuis plus de 25 ans. Il est en particulier spécialiste de l'histoire de la gendarmerie, ce n'est pas forcément ce que vous connaissez le mieux, également de la vie des Français au quotidien au XXe siècle. Il vient de publier une histoire des enfants, donc de la belle époque, disons, jusqu'au long du XXe siècle. Donc un livre qui fera date, vous avez peut-être vu le très bel article dans Le Monde il y a 15 jours. Donc un livre que vous pouvez acheter avec les autres auprès de notre libraire, donc que je remercie également d'être présent avec nous encore aujourd'hui,
pour présenter tous ces livres. Donc Éric Allary aura un petit peu de temps à vous consacrer à l'issue de l'exposition si vous souhaitez échanger avec lui autour des livres. Mais aujourd'hui, bien sûr, c'est le spécialiste de la Seconde Guerre mondiale que nous avons invité. Donc parmi de nombreuses publications et contributions sur le sujet, bon, peut-être parmi les plus connus, ces livres sur la ligne de démarcation, l'Exode, un sujet aussi tristement d'actualité, et puis la nouvelle histoire de l'occupation, publiée en 2019, donc l'occupation vécue du côté allemand, donc qui est le sujet que nous avons souhaité aborder aujourd'hui pour clore ce parcours de conférence et peut-être faire un pas de côté, voilà, adopter un autre point de vue, ce qui est toujours une démarche fructueuse. Voilà, je vais vous laisser la parole. Merci à vous. Merci beaucoup, madame. Que dire après tout cela, si ce n'est qu'il faut que je me mette au travail, évidemment. Je vous remercie beaucoup d'être venu. Merci beaucoup à la médiathèque pour son accueil, à toute l'équipe. C'est absolument remarquable. Quand j'étais gamin, j'habitais pas très loin d'ici. Mon père étant gendarme, donc on naviguait entre les brigades de la région centre, de la région, etc. Et je retrouve cette gentillesse, cette simplicité, cette courtoisie de notre belle région, de votre belle région. Évidemment, région que j'avais fréquentée il y a très longtemps aussi quand j'écrivais ma thèse de doctorat sur la ligne de démarcation. En tout cas, merci beaucoup pour cet accueil. Je suis honoré de clôturer ce cycle. Évidemment, certains se retrouveront nostalgiques d'une exposition que j'ai visitée hier, in extremis. J'étais donc le 1000e visiteur parmi les enfants. Et donc, j'étais tout à fait ravi. Merci infiniment. Voilà. Alors aujourd'hui, évidemment, lorsque vous m'aviez invité il y a quelques mois, vous l'avez dit vous-même, et même quand je suis venu le 11 septembre, on sortait du Covid, on avait l'impression que c'était la guerre. En tout cas, pour certains, c'était la guerre dans les propos. Et finalement, il faut vraiment faire attention aux mots que nous prononçons. Le terme de guerre n'est pas un mot à prononcer à la légère, et c'est un vécu, évidemment, que les Français, pour certains des plus âgés, et là encore, cette semaine, j'étais aux obsèques de certains anciens passeurs de la ligne de démarcation, 97 ans, 98 ans. Donc là, on se dépêche de les voir, mais ceux-là, évidemment, sont meurtris parce qu'ils voient sur les écrans de télévision depuis quelques semaines. Et j'avoue que, effectivement, nous prenons tous, moi-même, des uppercuts, parce que j'étudie beaucoup la guerre, parce que je l'ai vu en ex-Yougoslavie à une époque, et que, effectivement, il ne faut jamais dire jamais. Ce que je dis souvent aux étudiants en Hippocagne, aucun de nos droits n'est acquis, ni l'égalité homme-femme, ni les droits des femmes, ni la démocratie, et encore moins la liberté. Donc c'est ce sont des biens qui nous sont précieux et qui nous ont été ôtés entre 1940 et 1945. Sachant que les conséquences sont bien au-delà de 1945. Les conséquences de la guerre sont évidemment très durables. Souvenons-nous que la carte d'alimentation, la carte du pain a été supprimée seulement en 1949 et que les Français qui veulent acheter les premières voitures doivent attendre le milieu des années 50, que les paysans qui veulent les premiers tracteurs construits en France doivent attendre aussi les années 50 avant que nous entamions cette grande période appelée les 30 Glorieuses, même si on fait partir les 30 Glorieuses en 1945. Alors l'histoire que j'ai voulu faire il y a quelque temps, qui m'a pris beaucoup de temps, mais qui en même temps était le fruit d'une expérience et de longues années de travail dans les archives, c'était de changer un peu mon regard et aller un petit peu dans les archives allemandes, plus que je ne l'avais fait. J'avais déjà beaucoup étudié les archives allemandes, mais je voulais aussi un petit peu voir comment les Allemands ont vécu, comment ont-ils vécu l'occupation de la France. Une histoire qui était difficile à faire il y a 30 ans. Quand j'ai commencé à écrire il y a une trentaine d'années, il était très difficile de dire à des résistants ou à des gens qui avaient vécu l'occupation, tiens, je vais faire une histoire de l'occupation en France vue du côté allemand. Il se serait dit quoi? Il se serait dit, celui-ci veut réhabiliter les Allemands. Bon. Ce qui, évidemment, n'est absolument pas le cas. Et cette histoire, elle est absolument nécessaire pour rééquilibrer le regard que nous avons sur l'histoire. Pensez que ma génération, j'ai 52 ans sans cacher mon âge, ma génération ne verra pas les archives algériennes de la guerre d'Algérie, vraisemblablement. Et pourtant, nous aurions besoin aussi du regard des Algériens, des clandestins, de ceux qui ont lutté contre les Français à ce moment-là, au moment de la décolonisation, pour avoir une histoire totale, une histoire équilibrée, et pour aussi apaiser les mémoires. Car il n'y a pas, vous parliez de mémoire, madame, tout à l'heure, il n'y a pas de bonne mémoire sans bonne histoire au préalable, et on ne peut pas construire de mémoire. Évidemment, mes collègues ici retrouveront ces propos-là facilement dans leurs cours, et à les redire aux élèves, et à les expliquer aux élèves et aux étudiants.
Et donc, cette distorsion entre mémoire et histoire fait c'est un peu comme un élastique. Et méfions-nous, puisque nous sommes en 2022, paraît-il, dans un pays très moderne, puisque récemment, des propos au moment de la campagne électorale nous rappellent que l'histoire est encore à faire, à rabâcher, à répéter, sans cesse et sans cesse. Quand vous pensez que la référence historique absolue de certains candidats, c'est l'histoire de France de Jacques Bainville de 1924, je me dis, on n'a pas beaucoup travaillé depuis en histoire de France pour parler des Visigoths, pour parler, etc., etc. Bien. En tout cas, cette histoire des Allemands en France, ou cette histoire des Allemands avec la France, est une histoire qui est une histoire de haine et d'amour, de haine-amour ou d'amour-haine. Comment, dans quel sens le dire? Cette histoire des Allemands en France, il me semble qu'elle commence déjà au début du XIXe siècle, quand il faut chasser Napoléon du pouvoir en France, quand il faut restaurer la monarchie en France, parce que les autres monarchies européennes ont peur, évidemment, cette contagion révolutionnaire, cette contagion démocratisante, peut-être, à l'époque. Et cette histoire est commencée un peu plus près, quand même, de nous, en 1870 et bien sûr en 1914-1918. Alors aujourd'hui, la mémoire est apaisée sur la Seconde Guerre mondiale, mais les procès Papon, Touvier, Barbie ont réveillé les Français qui refoulaient cette histoire, et certains continuent d'ailleurs de refouler cette histoire. Pourtant, les traces de l'occupation, il y en a partout. Alors ici, on est bien placé, à Moulins, quand on passe le pont de Règemorte, pour ceux qui connaissent un peu l'histoire de leur ville, évidemment, ils ne peuvent penser qu'aux milliers de gens qui sont passés avec leur laissez-passer légalement, mais pensez aussi à ceux qui sont passés d'une zone vers l'autre pendant la guerre de façon plus illégale, plus clandestine. Il y a des traces visibles de l'occupation partout. Parfois, il reste des impacts de balles sur quelques façades, ici ou là. Parfois, dans le bâti, on voit bien que les bombardements se sont occupés de raser une partie des villes, comme à Tours, Orléans et d'autres encore, bien évidemment. Et les traces aussi, on les a avec la présence de cimetières allemands. Je pense par exemple celui de Pornichet, à côté de Saint-Nazaire-la-Baule, mais aussi d'autres grands cimetières allemands, évidemment sur la côte normande, et aussi les noms de rues, évidemment des noms de rues qui ne sont pas des noms d'Allemands, mais des noms de résistants français, bien évidemment. Toutes ces traces de la guerre sont absolument omnipotentes. Nous sommes toujours occupés quelque part, on est occupés, préoccupés aussi, occupés et préoccupés largement par cette occupation qui est encore ravivée aujourd'hui avec ce qui se passe à l'est de l'Europe. Bien sûr, comparaison n'est pas raison, mais tout de même, il y a des similitudes assez étranges parfois, où les humains seraient-ils insatiables. Les Allemands et les Français, depuis la guerre, vous le savez, se sont réconciliés à travers des jumelages, à travers évidemment la construction de la CEE, la Communauté économique européenne, puis de l'Union européenne, évidemment. Et bien évidemment, cette histoire, on l'a vue pendant très longtemps sous le prisme plutôt franco-français. Quand j'écrivais mes autres ouvrages, évidemment, j'avais un point de vue absolument franco-français. C'est le problème aussi de l'université française pour bien des domaines de l'histoire contemporaine, où nous avons un regard gallo-centré ou eurocentré, européocentré. Il nous faut un petit peu voir ce qui se passe ailleurs, tout l'intérêt aussi de la world history, c'est-à-dire l'histoire mondiale, l'histoire globale, l'histoire telle qu'elle peut être vue aussi depuis l'Océanie. Bon, évidemment, cela nous éloigne des Allemands. Trop souvent, donc cette histoire est vue du côté français, et pour autant, l'occupation, on va le voir, ce sont des Allemands qui viennent, qui sont pour certains déracinés, qui viennent en France d'une façon totalement brutale, même si les Allemands vivent sous le régime nazi depuis 1933. Et donc, parmi les Allemands qui arrivent en France, en 1940, il y a toutes sortes, il y a une typologie d'Allemands. Il y a les haineux, il y a ceux qui détestent la France depuis 14-18, il y a les aimants, ceux qui aiment la France, les francophiles. Alors, il y a les francophiles, ceux qui aiment la France, mais qui aiment en même temps bien l'occuper, qui veulent la laisser sous la botte nazie. Donc attention quand on dit les aimants, ceux qui aiment la France. Mais il y a ceux qui aiment réellement la culture française, mais qui font leur devoir, qui sont officiers de la Wehrmacht ou sous-officiers de la Wehrmacht. Il y a les indifférents, il y a ceux qui espèrent occuper la France quelque temps, puis rentrer le plus vite possible, et surtout ne pas aller sur le front russe, à partir de juin 1941. La présence des Allemands donc, nous interroge. La présence des Allemands a déjà interrogé les occupés. La présence des occupants a interrogé les occupés. Alors évidemment, l'attitude des occupés, vous les connaissez. Les attitudes des occupés, vous les connaissez particulièrement. Il y en a qui les ont aimés, il y en a qui les ont combattus, il y en a qui les ont évités, il y en a qui se sont accommodés de la présence allemande. Et il ne s'agit pas ici de juger, c'est simplement les historiens qui
dresse des typologies de comportement, d'attitude, de représentation que nous pouvons avoir d'une époque à partir des sources de l'époque. Alors, il faut savoir que quand les Allemands arrivent en France, toujours en guise d'introduction, quand ils arrivent en France, ils ont déjà pour beaucoup une idée de la France. Enfin, on leur a donné une idée de la France, en quelque sorte, depuis très longtemps. Alors après, tout dépend en quelle année ils sont nés, ces Allemands qui arrivent en France. Hein. Ceux qui ont 18 ans, 19 ans, 30 ans, il y en a qui ont fait 14-18. Il y en a qui ont fait les écoles d'officiers allemandes et qui sont baignés dans une littérature pan-germaniste, qui pensent que de toute façon la France, irrémédiablement, depuis Charlemagne, devrait être allemande, et en tout cas partagée en grande partie, le territoire devrait être partagé et gagné aux Allemands, et vaincu, en tout cas, ces Français présomptueux dans les années 20, les années 30, dans les romans sur la France, dans les fictions sur la France, vous verrez, eh bien, les Allemands jugent les Français comme présomptueux. Alors évidemment, le traité de Versailles, très dur, tout de même pour les Allemands en 1918-1919, il ne s'agit pas de juger de la valeur morale du traité, mais en tout cas du contenu qui est extrêmement dur, il faut le reconnaître. Il faudra bien sûr que les Européens, si la guerre s'arrête en Ukraine, soient extrêmement prudents avec la suite des événements. Et on est sur une corde raide à chaque fois. Et en 1918-19, je pense que, à part les Américains et les Anglais, les Français étaient dans un sentiment de vengeance. Il y avait quand même eu 1 million de morts, 8 millions de mobilisés. On marquerait en 1940 4 500 000 hommes mobilisés quand même. Donc une armée très forte, puissante, qui va défendre le territoire français. Car il faut parler d'armée défensive, alors que c'est une armée offensive qui nous attaque, évidemment, même si cette armée offensive, dirigée par Hitler, est une armée qui se méfie, qui a très peur. Souvenez-vous qu'Hitler a reculé près de 17 fois lors d'attaque de la France. 17 fois. Ce qui veut dire, quelque part, qu'il n'est pas sûr de lui. Ou que l'état-major lui dit d'attendre. Il n'y a pas que la météo, il n'y a pas que la topographie qu'il faut étudier, ils la connaissent par cœur, la topographie des Ardennes, de la ligne Maginot, etc. Mais l'armée française a quand même cette réputation extraordinaire. Et vous savez, dans l'histoire, souvent les armées, on leur fait des réputations extraordinaires. Quand les Américains attaquaient l'Irak c'était une armée extraordinaire, pliée en 4 jours, ou 5 jours. Donc il y a des images aussi. Quand l'occupant arrive en France, quand l'Allemand arrive en France, il y a des images, il a des craintes. Des craintes qui vont très vite tomber par une guerre éclair qui dure 6 semaines. Je rappelle qu'une guerre éclair, c'est 6, 7, 8 semaines. Pour l'instant, quand les analystes à la télévision nous disent « ça y est, les Russes s'embourbent, etc. » Attendez, quand dans 3 semaines, toute l'Ukraine sera conquise ou que la capitale sera conquise, on dira « c'était quand même une guerre éclair ». Donc, sachons, raison garder, et transportons notre regard un peu en arrière pour comparer ce qui est comparable. La guerre telle qu'elle est menée aujourd'hui n'est pas la même que celle qui a été menée dans les années 10, les années 40, etc. Alors évidemment, les sources que j'ai pu utiliser depuis des années et des années, notamment ici pour ce travail sur l'histoire allemande de l'occupation, sont des archives bien sûr françaises, les archives préfectorales, les archives que les Allemands ont laissées parfois lorsqu'ils sont partis en catastrophe, qu'ils ont quitté le pays en 1944, et après toutes sortes d'archives, des archives par exemple, je disais hier, de l'assistance publique hôpitaux de Paris, on utilise bien sûr les archives de la Wehrmacht qui sont situées de l'autre côté du Rhin, en face de Colmar, à Fribourg-Brisgau, et puis d'autres archives disséminées un peu partout, puisque les archives en Allemagne, les archives nationales en Allemagne ne sont pas centralisées au même endroit, elles sont dispatchées dans l'ensemble du territoire fédéral allemand. Mais nous retrouvons aussi aux archives nationales beaucoup d'archives allemandes, et puis, bien sûr, des lettres des Allemands eux-mêmes. Il faut savoir que la Feldpost, la poste militaire allemande, a charrié plusieurs centaines, on dit même plusieurs milliards de lettres d'Allemands et de familles allemandes pendant la Seconde Guerre mondiale, qui pour la plupart, ces lettres ont été préservées, ont été conservées en Allemagne. Alors on peut les trouver en partie en Allemagne, certaines sont numérisées, on peut aussi se faire aider par l'Institut historique allemand à Paris qui a extrait un certain nombre de ces lettres pour les étudier et pour dresser des typologies, des thématiques autour de ces lettres de soldats allemands pendant l'occupation en France entre 1940 et 1944, 45 pour évidemment le mois de mai 1945, certains même au-delà même du 8 mai 1945, il suffit de penser aux poches de l'Atlantique où réellement les combats se sont arrêtés le 11 mai et pas le 8 mai 1945, ça Saint-Nazaire évidemment, ou Royan également, mais surtout Saint-Nazaire. Alors l'occupation a été, on va le voir, politique, bien sûr, vous en doutez, politique, militaire avant tout, policière, judiciaire, économique, culturelle, sociale, et elle a été aussi antisémite. Elle a été extrêmement répressive sur ce plan-là.
Et cette occupation a évolué, elle a changé de nature à mesure qu'on avance dans le temps de l'occupation. Et les Allemands se sont adaptés, ont dû s'adapter, tout en s'opposant entre eux, car on oublie souvent que les services allemands qui occupent la France sont extrêmement diversifiés, extrêmement nombreux, et qu'ils ne s'entendent pas entre eux. Ce qui nous emmène vers cet adage divisé pour mieux régner. Et Hitler avait créé ainsi tout cet appareil nazi en Allemagne, déjà avec des services très concurrents, très concurrentiels, qui permettaient aussi à un service de contrôler l'autre service de façon terroriste, c'est-à-dire par la terreur, par la menace. Et en France, cet appareil d'occupation multiforme, polycratique, en plusieurs centres, eh bien, ce système d'occupation, ce dispositif d'occupation est un dispositif également très concurrentiel. Alors évidemment, il ne s'agit pas de dire aujourd'hui ce qu'il aurait fallu faire pour être beaucoup plus efficace dans l'occupation, mais on se rend compte que les Allemands ont commis énormément d'erreurs. Cela dit, en commettant des erreurs, ils ont quand même pillé le pays, vidé le pays et martyrisé et traumatisé la population française. Mais ce sont des services qui étaient souvent très divisés, mais par contre qui ont su utiliser, instrumentaliser les services de l'administration française, de la police française, de la gendarmerie française, etc., etc. Donc les occupants ont tout de même une grande capacité d'adaptation, malgré cela, et les Allemands ont souvent projeté leurs envies, leur identité sur le pays occupé. Alors il faut savoir que Hitler aussi improvisait, et souvent depuis Paris, les services allemands avaient peur de ce que Hitler pourrait décider un jour, alors que le travail d'occupation était plutôt stabilisé en 1941-42. Hitler déteste l'occupation partielle de la France. Il faut savoir qu'il aurait voulu occuper la totalité de la France immédiatement, à l'issue de la guerre éclair, ce qui n'a pas été le cas. Et donc, Hitler improvise, alors que les services allemands se démènent en France pour s'adapter. Mais lui, il improvise. Et donc, du jour au lendemain, il peut casser totalement les plans de l'ambassadeur du Reich en France, qui s'appelle Otto Abetz. Donc tout ceci est intéressant à relever d'emblée, c'est-à-dire ces interférences qui existent entre les différents milieux du pouvoir et des pouvoirs allemands, militaires, culturels, etc. Pensez aussi que certains grands dignitaires de l'armée allemande ou de la SS voulaient aussi prendre leur part du butin. Il y a une réflexion. Ils réagissent en franc-salien, en mérovingien, en viking. La France est un pays de butin. Hermann Göring, Goebbels, Rosenberg viennent piller les œuvres d'art, viennent piller tout ce qui peut être de richesse dans les musées français, et ils vont même, pas s'entretuer, mais administrativement, tout faire pour se gêner les uns les autres, pour piller au maximum la France, et pour se constituer de très belles collections. Et donc c'est ça qui m'intéressait, c'était de comprendre les mécanismes de cet appareil de domination, de cet appareil de terreur, sans précédent, dans l'histoire, sans précédent dans l'histoire. Comment un pays comme l'Allemagne, aussi grand soit-il, a-t-il pu occuper aussi longtemps un si grand pays, la plus vieille démocratie du monde? C'est quand même en France, où pour la première fois au monde, on a voté au suffrage universel direct au mois de février, à Pâques, le 13 avril 1848. Comment cette démocratie s'est-elle aussi facilement écroulée? A-t-elle été aussi facilement occupé et aussi longtemps, et avec cette fiction d'une pseudo-souveraineté dans un pays qui était à moitié occupé, compartimenté en 7 zones, etc. Alors, les Allemands et la France, avant l'invasion, ont des relations qui ont, vous le savez, évolué entre haine et amour, mais c'est surtout la Première Guerre mondiale qui, évidemment, va être à l'origine de nombreuses haines, de l'esprit de vengeance de nombreux Allemands qui, dans les années 20, les années 30, vont fréquenter les bancs de l'école allemande, les bancs des écoles militaires, et pas seulement les bancs de l'école publique allemande. En tout cas, il apparaît qu'il y a des penseurs allemands qui avaient beaucoup réfléchi à ce que pourrait être le sort de la France si l'Allemagne se relevait et si l'Allemagne se remettait en guerre contre la France. Pas question d'appliquer le traité de Versailles pour certains. Il faut savoir que déjà avant la Grande Guerre, certains penseurs allemands imaginaient qu'allait redevenir anglaise, la moitié nord de la France allemande et la moitié sud italienne. Donc il y a quand même, de façon régulière, depuis avant la Première Guerre mondiale, des Allemands qui pensent que l'Allemagne est un empire qui doit aller jusqu'à l'Atlantique. Et que, évidemment, les Allemands aussi ont beaucoup souffert
de frustration en voyant la France et l'Angleterre constituer un immense empire colonial dès la fin du XIXe siècle, et ne leur laissant que la partie congrue, la portion congrue, par exemple au Togo, tout petit territoire de l'Afrique. La France a essayé, pendant l'entre-deux-guerres, vous le savez, de maintenir une politique de non-confrontation avec les Allemands, en vain, comme vous le savez bien sûr. Jusqu'en 1938, les perceptions allemandes de la France sont assez différentes d'un secteur à l'autre de la société allemande. Il y a des pacifistes en Allemagne. Il y a des gens qui pensent qu'il faut renouer avec les Français. Vous avez quelqu'un, comme par exemple Otto Abetz, qui se marie avec une Française, qui sera un de nos bourreaux, un des bourreaux de la France, mine de rien. L'ambassadeur du Reich en France, francophile, marié à une Française, qui a tout fait dans les années 30 pour créer des comités de jumelage. Alors, on ne parlait pas de comités de jumelage, mais ça correspond à des comités de jumelage franco-allemands. Avant la guerre, il parlait d'amitié franco-allemande, de scouts franco-allemands, etc., etc. Et qui va se servir de cela ensuite pour faire montre d'un zèle particulier à l'égard du Reichsführer, d'Adolf Hitler, qui se servira de ceci. Et qui, lui, avait une vision plutôt très positive de la France. Évidemment, lorsqu'il occupe la France, il a toujours une vision très positive de la France. Il est là en vainqueur et il le fera savoir. Alors, avant la guerre aussi, il y a des approches du côté allemand, des approches nationalistes, sur fond, je le disais tout à l'heure, d'amour-haine. On peut penser à un auteur qui s'appelle Friedrich Seeburg. Dieu est-il français ? Je traduis le titre. Dieu est-il français ? Il publie ça dans les années 20. Et un éditeur, Bernard Grasset, en 1930, décide de publier ce Gott in Frankreich, Dieu est-il français ? En 1930, Bernard Grasset publie donc une édition en français en ajoutant une lettre en annexe, qui est une réponse cinglante à l'auteur allemand. Il publie l'auteur et il le sabre à la fin, avec des propos cinglants, et notamment cet auteur allemand, Seeburg, connaît parfaitement la France. Friedrich Seeburg connaît parfaitement la France, pour y avoir vécu quelque temps, parce qu'il était le correspondant du quotidien allemand Frankfurter Zeitung, le journal de Francfort. Et notamment entre 1926 et 1929, là où ça va très mal en Allemagne aussi, sur le plan économique, où on paie les ouvriers avec des brouettes toutes les heures, carrément. Donc, Grasset a compris que Seeburg, qui n'est pas encore pro-nazi, qu'il deviendra très rapidement, il a compris, Grasset, que ce livre de Seeburg n'est pas une déclaration d'amour à la France. Il a compris que beaucoup d'Allemands, de journalistes allemands, écrivent une forme de lettre d'amour à la France, mais au détour des phrases, il y a des mots de haine contre la France, des mots d'envie, de vengeance contre la France. Et Seeburg, dans son livre « Dieu est-il français ?», eh bien, éprouve un sentiment ambivalent face à la France et aux Français. Tantôt il la fustige, tantôt il lui déclare son amour, du moins il feint de le faire. Voilà ce qu'il écrit, juste 2 phrases, si vous permettez. Le français doit à la richesse de son sol de pouvoir déployer sa civilisation, jusque dans le manger et le boire. Les vins français sont d'une telle splendeur et d'une telle variété que c'est presque une activité spirituelle que de le goûter. Voilà, le français. Heureusement, le français peut sans arrière-pensée sociale s'asseoir ainsi devant une table bien servie, car il sait que son pays est riche en blé, en vin et en tout ce qui se mange. Seeburg est le reflet de ces Allemands qui souffrent de la faim. Il ne faut pas l'oublier, les Allemands ont beaucoup souffert socialement dans l'entre-deux-guerres, et déjà pendant la Première Guerre mondiale. Pourquoi est-ce que vous croyez que les Allemands enlèvent tout ce qu'ils peuvent dans le pays lillois entre 1914 et 1918 lorsqu'ils occupent la région de Lille? Ils enlèvent tout, jusqu'au moindre chalit, moindre matelas, parce qu'en Allemagne on souffre. Les civils ont souffert pendant près de 30 ans. Hitler apporte un peu de prospérité, si vous voulez. Mais beaucoup ici, peut-être des gens qui ont vécu enfants ici, peuvent peut-être se rappeler que les Allemands, quand ils arrivent en France, qu'ils occupent la France, ils ont une envie folle de manger des œufs, de manger de façon abondante, etc. Donc Seeburg, ici, il dit voilà, la France mange bien, et quelques phrases plus loin, il dit elle mange trop bien. Ce qui n'empêche pas les Français d'être des gens très sales. Les femmes, les femmes françaises, des femmes légères. Donc après, ils cassent, vous voyez. Donc ils cassent la civilisation française, etc., etc. Son livre n'est pas unique. Il y a pas mal d'auteurs allemands qui parlent de la France de cette façon-là. Et beaucoup d'officiers de l'armée allemande ont cette image-là de la France. D'une France qui vit trop bien, d'une France qui gaspille, d'une France qui, finalement, une France qui travaille
qui travaillent pour vivre, tout simplement, richement, qui se gavent, alors que les Allemands ont du mal à survivre. Et qu'ils essayent de survivre pour pouvoir aller au travail. Voilà l'idée que beaucoup de... L'Allemand essaye de survivre pour pouvoir essayer d'aller au travail avec quelque chose dans le ventre. Et cette image est très puissante dans les années 30. Même quand Hitler est élu, elle reste très imprégnée dans la pensée allemande, dans une partie de la pensée des Allemands. Seeburg pense que les Français, pour terminer avec lui, jouissent de la réputation d'être un peuple poli, mais il dit que c'est injustifié. La France n'est pas un peuple poli. La France est un peuple indigne, et il faudra un jour lui régler son compte. Hitler pense la même chose, dans un autre registre, avec des termes plus crus, dans Mein Kampf, évidemment. Et donc cet esprit-là habite beaucoup d'Allemands qui vont occuper la France. Donc vous le savez, je ne vais pas faire ici, passer trop de temps, donc sur évidemment cette attaque de la France, et donc vous avez ces soldats allemands, ces officiers allemands, sous-officiers allemands qui ont cette idée de la France. Certains font la guerre, ils ne savent pas trop ce qu'ils vont faire. Beaucoup d'Allemands pensaient que la France serait beaucoup plus difficile à conquérir. On le voit dans les lettres des soldats allemands envoyés à leurs femmes après l'installation. Donc d'abord, il y a la phase d'invasion, évidemment, où là, effectivement, dans cette phase d'invasion, eh bien, les Allemands sont assez surpris de rentrer un peu en France comme dans du beurre. Cela dit, en même temps, les Allemands, l'état-major allemand, la Luftwaffe, qui est commandée par Hermann Göring, a très clairement testé un certain nombre d'éléments psychologiques de la guerre en Espagne, pendant la guerre d'Espagne, qui est d'effrayer les civils. Donc sur les routes de l'Exode, ici on suit les routes de l'Exode, mais c'est une forme d'étau, enfin, c'est pas une forme d'étau, c'est une forme de poussoir. Vous avez l'armée allemande qui avance, et puis vous voyez à peu près l'Exode aussi qui avance qui devance évidemment les armées allemandes. Ça a commencé avec les Belges, au mois de mai, 2 millions de Belges qui arrivent en France, dans les Ardennes, rejoints par les Français du Nord et du Nord-Est. Et puis ensuite, à partir du mois de juin, à l'évidence, à partir du 10 juin, les Allemands s'approchent dangereusement du Nord et de l'Est de Paris, et à partir de ce moment-là, les ministères s'en vont. Du 10 au 14 juin, rejoignent la Touraine, pour ensuite, à partir du 14 juin, rejoindre Bordeaux. Et ce sont donc près de 2,5 millions de Parisiens intramuros qui quittent la capitale. Il y a déjà eu, bon, évidemment, les évacuations avant, mais la peur des Français, c'est évidemment d'être bombardés. C'est cette contagion qui est liée aussi au récit des anciennes 14-18, qui parle des horreurs, dont on pourrait reparler tout à l'heure, de ces atrocités. Il y a une guerre des propagandes. L'armée allemande émet des émissions de radio pendant la phase d'invasion pour pousser les populations à s'en aller, en disant « on ne vous fera pas de cadeaux, il y a des francs-tireurs, mais les civils ne seront pas épargnés ». D'ailleurs, on l'oublie, la Wehrmacht a joui d'une propagande jusqu'aux années 1970, où en Allemagne, et même au-delà de l'Allemagne, la Wehrmacht a été sans cesse réhabilitée comme une armée plutôt conquérante, entre guillemets, normale, face aux méchants SS. Or, on s'aperçoit on dit souvent, oui, la Wehrmacht a aidé les SS à l'est de l'Europe. C'est faux. Il y a déjà des massacres, au mois de juin 1940, lorsque les Allemands arrivent au nord de la France. Et même fin mai, le 28 mai 1940, à Wagny, dans le nord de la France, il y a 80 civils français qui sont fusillés, qui sont pris comme cela, dans le village. 400 maisons sont incendiées par la Wehrmacht, ce n'est pas les SS. Les archives parfois disent, il y a eu quelques SS qui sont venus. Le matériel, ceux qui fusillent, sont des soldats de la Wehrmacht. D'autres massacres, des dizaines de civils sont massacrés entre le 21 mai et le 22 mai. À Aubigny, en Artois, 98 civils sont tués de façon délibérée par des fantassins de la Wehrmacht. On n'est encore pas en 1944. C'est pas encore, mais il y a des massacres de ce type-là, qui ressemblent à ceux de Maillet, en Indre-et-Loire, dans une moindre mesure, avec une proportion moindre, à celui de Radour-sur-Glane. Donc ça commence, et la Wehrmacht, qui a joui pendant très longtemps d'une forme de mythe, de bonne conduite, s'est comportée parfois très très mal, en voulant se venger pour certains de ceux qui avaient vécu 14-18, qui avaient perdu un frère sur les fronts français en 14-18, ils voulaient se venger. De la même façon que la plupart des soldats allemands qui arrivent en France détestent tout ce qui n'est pas blanc. 3000 tirailleurs sénégalais ont été massacrés pendant les combats de juin 1940, parce qu'ils sont noirs. Donc évidemment, vous avez dans la Wehrmacht, et là ce ne sont pas des SS, dans la Wehrmacht, sur le front occidental dès mai 1940, des massacres qui sont dus à cette imprégnation qu'avaient des officiers et sous-officiers allemands, imprégnation raciste qu'ils avaient emmagasinée depuis l'arrivée de Hitler en janvier 1933, au moins.
en janvier 1933. Ce qui ne fait pas de tous les Allemands des racistes, des nazis, évidemment. Vous le savez, cette différence est facile à faire. Au total, en juin 1940, près de 600 civils et des prisonniers de guerre français, mettons de côté les 3000 tirailleurs sénégalais, ont été tués sans motif réel, ont été exécutés comme ça, tout simplement. Les Allemands, il faut le savoir, pour beaucoup de soldats allemands, ils avaient quand même peur de l'armée française. Et surtout, ils avaient en tête ce que la propagande allemande leur avait diffusé, car les soldats allemands sont aussi victimes, on peut le dire, de propagande de la part des nazis, des dirigeants nazis, c'est qu'on leur avait rappelé toutes ces histoires de la guerre 70 et de 14-18, avec ces histoires de francs-tireurs, de ces Français lâches qui attendent au coin du bois, ou au coin, ou à l'entrée d'un village, et qui sont prêts à tuer les Allemands avec des fusils, donc des snipers, en quelque sorte. Donc, il faut terroriser la population, comme elle est terrorisée sur les routes de l'Exode grâce aux avions, les Stuka, qui, au piquet, vont hurler avec sirènes hurlantes, tomber sur et piquer sur les Français de l'Exode, près de 8 à 10 millions de Français, de Belges, sur les routes de l'Exode, en mai, juin 1940, avec une rumeur qui court que l'armée française va préparer une contre-offensive sur la Loire, comme elle l'avait fait sur la Marne, en septembre 1914. Cette rumeur a couru, enfin bref, donc tout le monde essaie de rejoindre la Loire. On oublie souvent qu'il y a aussi des Français qui sont partis de Lyon et qui ont rejoint soit le sud par le couloir rhodanien, mais c'est vite bouché. On a des queues immenses d'exodiens, de réfugiés, donc certains prendront le calendrier des postes pour aller du côté du Massif central, où là aussi ce sera bouché, donc tout le monde se retrouvera là avec les quelques voitures qui ont pu arriver jusque-là, les radiateurs explosés, plus d'essence, etc., etc. Les Allemands sont plutôt vénards, pardon de le dire. Ce chaos civil sur les routes les arrange, il va compter énormément comme facteur qui fait plier les politiques, les hommes politiques français. Et c'était ce qui était voulu, terroriser la population civile pour faire plier les militaires, pour faire plier les militaires français, pour faire plier les hommes politiques français. Mais contrairement à ce qu'on a dit, ce n'est pas l'exode qui a fait perdre l'armée française. L'échec de l'armée française est déjà consommé quand l'exode est déjà bien loin. Mais cette propagande lancée par Pétain a marché pendant très longtemps en France, jusqu'au moment où j'ai commencé avec d'autres à travailler dans les années 90 sur l'exode, où on s'est dit finalement on est victime d'une propagande qui a bien fonctionné, qui fonctionne encore sur nos esprits et sur les manuels d'histoire de collège, où l'on pense que l'exode, on dit aux gamins, l'exode est responsable en partie de la défaite militaire française. Donc ça, c'est complètement à distinguer en fait. Disons que l'exode a gêné le repli, vraisemblablement, de pas mal de soldats français. Bref, les Allemands sont là. Les Allemands, c'est 3 millions d'Allemands qui déferlent sur la France en quelques semaines. 3 millions d'Allemands contre 2 200 000 Français qui essaient de se battre, sachant que, on l'oublie souvent, les militaires français se sont bien battus. On l'oublie souvent, c'est qu'ils ont été mal commandés. La coordination du commandement était très mauvaise. Passons. Donc c'est effectivement beaucoup d'Allemands qui déferlent sur la France, mais vous seriez surpris de savoir que, globalement, à partir de 1941, le nombre de soldats allemands en France est en chute libre. Et même à la fin de 1941, il y a moins de 50 000 soldats allemands qui occupent la France. Et avec 50 000 soldats allemands, une belle collaboration, un appareil administratif allemand extrêmement bien huilé, l'engrenage du chantage autour de l'armistice, puisque les Allemands n'ont pas demandé forcément une capitulation, mais signent ce qu'on appelle une convention d'armistice en droit international public, donc ils respectent tous les cadres du droit international public, c'est-à-dire des conventions de La Haye de 1899 et de 1907, convention de La Haye qui prévoit que d'abord un armistice doit être signé, qui doit être l'introduction à une période de négociation du traité de paix. Pierre Laval, Pétain, Darlan, pendant une grande partie de la guerre, on fait croire aux Français qu'ils négociaient un traité de paix. Or, ils savaient très très bien au bout d'un an que le traité de paix, ils ne le verraient jamais. Donc les Allemands, tant bien que mal, ont lancé et ont plutôt bien aspiré les politiques français, parce qu'ils le voulaient bien aussi en partie, dans un engrenage de concessions toujours plus fort. Donc les Allemands n'ont jamais été très nombreux, à part dans la phase d'offensive en 1940 et en 1944, au moment où il a fallu rapatrier des millions de soldats allemands pour tenir la Normandie et tenir le nord de la France pour empêcher le déferlement des troupes américaines et anglaises du côté de l'Allemagne.
Bref, les Allemands ont envahi le pays, c'est un déferlement, un blitzkrieg imprévu, c'est-à-dire une guerre éclair imprévue, elle est aussi imprévue pour les Français, bien sûr, que pour les Allemands, ce qui est moins connu. Et donc très rapidement, vous le savez, la France va être compartimentée en plusieurs zones. Alors, il faut savoir que d'abord, les Allemands arrivent à Paris le 14 juin, vous avez ici le plan de Paris, bien sûr, le 14 juin 1940, et ils s'installent un peu partout dans la capitale. Donc ici, vous avez une carte où il y a tous les centres de commandement allemands pour l'occupation de la France. Et j'avais fait paraître avec le cartographe les lieux aussi où les résistants se cachaient. Donc très souvent, ils sont très proches les uns des autres, ceux qui résistent et ceux qui occupent. Donc c'est assez curieux d'ailleurs de voir qu'ils étaient parfois même dans le même bâtiment, mais ne le savaient pas évidemment. Enfin, les résistants le savaient, les occupants ne le savaient pas forcément, les Allemands ne le savaient pas forcément. Et ils occupent, donc les nazis occupent essentiellement les grands hôtels, parce que les grands hôtels, le Palais Bourbon, le Palais Luxembourg, sont dotés de grands centraux téléphoniques. Donc, contrairement au gouvernement français qui, lui, arrive en Touraine le 10 juin, se répartit entre plein de châteaux de la Loire et du Cher, de la vallée du Cher, et qui n'avaient même pas de téléphone pour communiquer entre les ministres d'un château à l'autre. Bref, là, ici, les Allemands, très rapidement, se retrouvent sous les lambris dorés de la République, et sont assez heureux d'occuper le Palais Bourbon. La Luftwaffe le commandement de la Luftwaffe occupe le Palais Bourbon, l'hôtel de l'AC, l'hôtel de la présidence de l'Assemblée nationale, et une partie également des services du commandant du Grosse Paris, car il y a une administration qui doit commander, diriger, réquisitionner, piller et maintenir l'ordre, car c'est une obsession des Allemands, maintenir l'ordre. Une telle obsession qui conduira d'ailleurs à la politique des otages un peu plus tard, et à une politique de plus en plus répressive, on verra dans quelques minutes. N'empêche ici qu'on les voit occuper de part et d'autre de la Seine, essentiellement plutôt le nord de Paris, parce que c'est là que se situe une grande partie des grands hôtels, hôtel Crillon, etc. Et puis très rapidement, les Allemands s'installant à Paris, d'abord, Paris, pour beaucoup, c'est un rêve, Paris, c'est considéré comme un lieu de repos, et très très vite, ils font ouvrir les cabarets, alors que les Français ne sont pas encore revenus de l'exode. Parce qu'en même temps, les Allemands s'occupent d'organiser le retour de l'exode. Ah oui, il faut que l'économie fonctionne. Là où ils sont installés, il vaut mieux que l'économie fonctionne. Il faut aussi que les lieux de loisirs fonctionnent. Car le soldat allemand, il faut l'occuper, comme il faudra occuper les occupés. Il faudra occuper les occupés, divertir les occupés, pour qu'ils soient un peu moins dangereux face à l'occupant allemand. Ils ont pensé à tout. Quand ils arrivent, tout est organisé. J'ai été surpris dans les archives allemandes de voir que, par exemple, alors ça c'est une carte que j'avais faite moi-même par rapport à la ligne de démarcation, mais j'ai découvert des cartes en Allemagne, des cartes où il y avait toutes les légions de gendarmerie françaises, les légions, ça correspond à des régions de gendarmerie, toutes les légions étaient dessinées. Tout le réseau ferroviaire avait été parfaitement enregistré dans la tête des officiers supérieurs d'armée allemande. Et par contre, ils ne savaient pas qu'ils allaient occuper la France en deux, ils pensaient qu'on occupe un pays totalement ou pas. Bon, les circonstances ont voulu, comme l'Angleterre a continué la guerre, qu'ils n'ont occupé qu'une partie du pays dans un premier temps, annexer l'Alsace-Moselle, rattacher le Nord-Pas-de-Calais au commandement militaire allemand en Belgique. Voilà la réalité, la France est compartimentée en 7 zones, il y a la zone interdite, le Jura se retrouve avec 2 lignes de démarcation, la vôtre, la nôtre, 1200 km, celle-ci, et puis celle de la zone interdite. Et donc, ils avaient parfaitement tout. L'industrie française était cartographiée. Alors, quand j'ai écrit ma thèse sur la ligne de démarcation, je ne trouve pas de carte des années 40 sur l'industrie française, sur l'agriculture. Je trouve tant bien que mal des cartes qui me parlent de l'agriculture dans les années 30, des cartes de l'administration française des années 30 de l'industrie. Et c'est en Allemagne que j'ai trouvé les plus belles cartes sur les statistiques de l'industrie française, etc. Et ils avaient parfaitement préparé leur affaire avant d'occuper. Ils étudiaient au scalpel le pays qui allait être occupé. Peut-être l'ont-ils fait en quelques mois, mais alors quelle efficacité. Et donc ils arrivent en France avec une connaissance cartographique du pays. Ici, les légions de gendarmerie qui seront réorganisées ensuite en fonction, évidemment, du tracé de la ligne de démarcation. Il y en a qui vont être comme les préfectures, ou certains bouts de département qui vont se retrouver rattachés à une autre préfecture que leur préfecture d'origine, etc. Une partie du département allié doit être rattachée à une préfecture ou une sous-préfecture, comme l'Inde, l'Indre-et-Loire, etc., etc. Ils s'organisent, leurs installations sont disparates, ils s'installent à Paris. Il y a une vraie jubilation du vainqueur. Par exemple,
le grand intellectuel allemand Ernst Jünger publiait la Pléiade, encore réédité la Pléiade récemment, qui a occupé la France, qui a fait partie de l'armée d'invasion, qui va occuper Bourges, qui s'occupera d'ailleurs de ramener beaucoup d'exilés de l'Exode en zone occupée, qui jubile. Il est dans ce pays qu'il adore sur le plan culturel. Il dit « Je vais pouvoir enfin visiter les musées de Paris ». Parallèlement, pendant tout l'automne 1940, les Allemands font montre de propagande en disant à la population civile « Regardez, nous sommes sympas, on va vous ramener en camion en zone occupée ». Sauf que c'est Vichy qui paye la note, hein, toute l'essence, toute la signalétique, et c'est négocié avant même que le régime de Vichy n'existe. Le régime de Vichy n'existe qu'à partir du 10 juillet 1940. Mais entre le 26 juin 1940 et le 8 juillet 1940, les futurs membres du régime de Vichy négocient avec les Allemands le prix du retour de l'Exode. Et les Allemands négocient très très bien, c'est la France qui paiera la note du retour, mais il faut qu'ils reviennent très vite. Alors les Allemands, par contre, se cassent d'une propagande, avec ces affiches que beaucoup ont vues, j'imagine, ce soldat allemand qui est dessiné avec un enfant dans les mains, hein, dans les bras, et puis c'est un gamin, je crois, qui est à ses pieds, hein, population civile, faites confiance aux soldats allemands. Vous savez, les couloirs humanitaires, pardon de cette digression, les couloirs humanitaires qui sont proposés aux Ukrainiens pour aller en Russie, pourquoi vous croyez? Ils vont se retrouver chez l'ennemi, et en même temps il y aura des belles images sur ces Russes qui reçoivent les réfugiés ukrainiens et qui peut-être les ramèneront même en Ukraine une fois que l'Ukraine sera conquise. Bon, là il n'y a pas d'affiche, c'est Internet, mais à l'époque, voilà, ils ont utilisé, les Allemands étaient parfaits, ils utilisaient la radio, ils avaient tout compris. Dans les années 30, la radio se démocratise en Allemagne, et en France et un peu partout, ils avaient absolument tout compris. Ils avaient beaucoup d'avance. Pendant la guerre d'Espagne, ils avaient compris beaucoup de choses aussi par rapport aux forces aériennes, par rapport à la terreur psychologique sur les civils qu'ils pourraient provoquer. Donc les Allemands découvrent une France qui souvent d'ailleurs est déserte, puisque soit les hommes sont partis, 1 500 000 ont été faits prisonniers, soit parce que les Français ferment leurs volets quand les Allemands arrivent. Donc les Allemands vont croiser le drame de l'Exode, ils vont croiser évidemment ces Français qui sont absolument totalement traumatisés, totalement défaits, mais eux, il faut les occuper. Et il y a effectivement, très rapidement, donc vous connaissez le diktat, je ne vais pas rappeler tous les articles de l'armistice, mais bien évidemment la France va devoir donner beaucoup d'argent. Le mark, les Allemands vont imprimer un mark spécifique à la France pour éviter de déséquilibrer la monnaie en Allemagne. Ce n'est pas le mark en Allemagne qui est en France, ce n'est pas le même mark, donc c'est un mark spécifique à la France pour ne pas déstabiliser l'économie monétaire allemande. Donc évidemment, avec un marque surpuissant, les Allemands peuvent acheter tout ce qu'ils veulent en France au début de l'occupation et pendant une bonne partie de l'occupation. Alors, évidemment, ils arrivent en France avec un grand pouvoir d'achat, ils ont aussi un droit de regard sur la Banque de France, c'est eux qui s'occupent de gérer les transferts de fonds, s'il le faut, d'une zone à l'autre. Ils détiennent, en gros, je dirais, le pouvoir sur les transferts des pensions. On ne parlait pas de retraite, mais on dirait pension de retraite aujourd'hui, d'une zone à l'autre. Bref, ils tiennent vraiment Vichy à la gorge. Ils vont essayer aussi, en arrivant en France d'ailleurs, de faire pression sur les Suisses qui les ont un peu déçus. Ce serait une histoire à faire aussi d'ailleurs. Il y a eu des attentats allemands à la frontière franco-suisse pour faire céder les Suisses qui, finalement, et d'ailleurs le tracé de la ligne de démarcation prend bien soin d'enfermer la Suisse, le pays de Gex, pour enfermer la Suisse, pour la gêner dans son approvisionnement depuis la Méditerranée, Marseille et le couloir rhodanien. Et donc les Allemands vont arriver en France en essayant aussi de peser faire pression sur les Suisses, mais c'est une autre histoire. Bref, comme le disait le micro m'entend, comme le disait un officier allemand, on a mis dans la bouche du cheval, c'est la France, le cheval, un mort, et si la France ne cède pas ce que nous voulons qu'elle cède, nous tirerons la gourmette, et si elle, évidemment, elle cède, nous pourrons desserrer, assouplir le passage de la ligne de démarcation, favoriser les transferts économiques d'une zone à l'autre. Mais il faut occuper l'allemand. Alors les bordels ouvrent à Paris, à Lyon, dans la plupart des villes de France, dès la fin de l'été 1940. On prête à Hitler l'expression que la France est le lupanar de l'Europe, mais beaucoup d'Allemands pensaient que la France était un lieu de joie, que les filles et les Françaises étaient légères, et que donc, évidemment,
notamment à partir de 1941, quand le front russe va s'ouvrir, venir en France, c'est une récompense pour le soldat allemand. Venir en France, venir à Paris, etc. Le Pigalle, cabaret de nuit, évidemment, bar de nuit en même temps. Le Pigalle à Paris est rouvert dès le 15 juin, le lendemain d'arrivée des Allemands à Paris. Donc vous voyez, c'est une préoccupation d'une armée qui est envahie, qui doit s'installer, que d'ouvrir aussi l'Aiglon, autre cabaret. Et très rapidement, les Allemands vont recruter près de 6000 filles, 6000 femmes sur les trottoirs parisiens pour, dès le premier semestre d'occupation, on peut dire même au début de 1941, près de 6000 parisiennes vont travailler pour les bordels allemands, les bordels d'officiers allemands, bordels de sous-officiers allemands. Et comme beaucoup de Français se sont appauvris, eh bien, les Allemands ne peineront jamais à recruter des prostituées. Les estimations disent que le nombre de prostituées à Paris est passé de près de 20 000 en 1939 à 100 000 en 1944. Il n'y avait pas que le marché allemand qu'il fallait, entre guillemets, alimenter en termes de prostitution. C'est un marché aussi qui fournissait des clients français, si vous me permettez cette expression un peu triviale. En tout cas, le MBF, le Militär Befehlshaber in Frankreich, qui est le service principal d'occupation militaire allemand en France, va promulguer de nombreuses ordonnances pour que ces filles, ces prostituées au service des Allemands, aient une hygiène parfaite, une santé sexuelle parfaite. Car si elles pouvaient être considérées comme des résistantes si elles donnaient une maladie sexuellement transmissible à l'armée allemande. Il ne s'agit pas de détendre les Allemands à Paris pour les contaminer et les empêcher d'aller sur le front russe. Donc on veut des soldats allemands en pleine forme, qui se détendent. Alors il y a des lettres de soldats allemands absolument incroyables, où le soldat allemand dit à sa femme par 3 fois, dans une lettre de 3 pages, quand je dis un soldat allemand, c'est des centaines de soldats allemands, « Ma chérie, je pense bien à toi. Est-ce que les enfants ont bien fait leur dictée, etc. etc. Figure-toi que les copains vont souvent au bordel, mais moi !» Et alors, on a ces lettres-là. Hein, et il y a une forme, pour ceux qui sont à Paris, dans beaucoup de lettres, il y a « Moi, évidemment, j'ai un comportement absolument irréprochable, mais les copains, eux, vont au bordel. » Donc, c'est quelque chose qui occupe l'esprit des soldats allemands qui sont à Paris, et qui occupe l'administration allemande, bien évidemment. Alors, la misère explique, bien sûr, la croissance, bien sûr, du nombre de prostituées à Paris et même en France. En général, il y a eu des enquêtes qui ont été faites sur la prostitution à Tours, à Poitiers, sous l'occupation. Partout, les Allemands il y a des bordels spécifiques pour les Allemands, officiers et sous-officiers. Bref, les vaincus sont neutralisés, humiliés, pourrait-on dire, et ça ne s'arrêtera pas là, puisque ça ne s'arrêtera pas aux morts dans la bouche d'un cheval, pour faire cette métaphore de la ligne de démarcation, par exemple. L'économie dirigée que Pétain met en place sert surtout à éviter la famine aux Français, en grande partie, mais surtout, les Allemands se moquent bien de savoir ce qu'est la révolution nationale. Les Allemands se servent, la France est un rouage indispensable de l'économie française, à l'évidence. Ils vont se servir parfaitement du réseau ferroviaire français. Et la France est un rouage indispensable de l'économie de guerre du Reich. Lorsqu'ils ont tracé la ligne de démarcation, les Allemands ont bien pris soin de mettre, évidemment, du bon côté, c'est en zone occupée, toute l'industrie française. D'ailleurs, quand ils arrivent du côté de Vierzon, Mont-Solémine, Mont-Chanin, ils pouvaient décider de laisser Mont-Solémine en zone libre, ils ne l'ont pas fait, évidemment. Donc, bon, l'essentiel quand même de ce qui fait fonctionner l'industrie française se situe à peu près ici et ici, et donc les Allemands vont largement utiliser ce potentiel industriel. Évidemment, Pétain, lui, se dit être le souverain, une souveraineté fictive, petit roi d'un petit royaume méridional, et en même temps, les chiffres parlent d'eux-mêmes, il n'a rien à mettre sous la dent des Français. Alors si 100% des cocons frais sont produits en zone non occupée. Bon. Le vin, en grande partie, est produit. Voilà les grandes richesses que Pétain peut aligner lorsqu'il parle de l'économie de la zone non occupée. Alors, à l'évidence, les Allemands ont très bien organisé. La France est un rouage indispensable, essentiel de l'économie de guerre du Reich. La part de la France ne va faire qu'augmenter dans l'économie de guerre du Reich à mesure que le Reich va être occupé sur 2 fronts. Enfin, sur un front, le front de l'Est, puis bien sûr après,
le front ouest et nord lorsqu'il y aura le débarquement, puis le front méridional avec le débarquement de Provence. La part de la France, elle évolue, elle oscille, entre 35 et 50% dans l'approvisionnement total allemand en vêtements pour le front de l'Est. 50% des vêtements utilisés par l'armée allemande sur le front de l'Est viennent de France. Soit ce sont des pillages dans l'entreprise française, ce sont des commandes autoritaires faites à des industriels français, soit des industriels français se proposent, évidemment, pour gagner de l'argent. Il y a toujours les gagnants de la guerre, il y a toujours les perdants de la guerre. Vous pouvez faire le bilan, on fera le bilan après la guerre en Ukraine. Il y aura des gagnants, il y aura des perdants. Et pas qu'en Ukraine. Bon. Là aussi, hein, c'est le roi, ce sont les engrenages cyniques des guerres, évidemment. Alors, ici, les Allemands, 50% de l'approvisionnement allemand en vêtements pour le front de l'Est vient de la France. En objets de ménage, 50% des objets ménagers des Allemands viennent de France entre 1941 et 1944. Vous vous rendez compte ? C'est énorme, c'est énorme. L'industrie allemande ne suffit pas à équiper l'Allemagne. Et puis, attention, l'Allemagne subit des bombardements aussi à partir d'une certaine période de la guerre. Et donc, il faut reconstruire ou réinstaller des Allemands, les rééquiper. Les Allemands qui sont bombardés par les Alliés, les Anglais et les Américains, ces Allemands sont équipés sur, le dos des Français, de l'économie française, et qui est occupée, donc, évidemment, totalement à partir du 11 novembre 1942, où la France va être totalement occupée, où les Allemands vont s'adapter, et très facilement d'ailleurs, et adapter leurs besoins en pillant de façon absolument minutieuse les pièces détachées, les appareils ménagers, les objets de ménage, comme l'on disait à l'époque, le matériel, en se servant, en pillant les pièces détachées françaises. En 1943, un des rares chiffres que je donnerai pour ne pas vous abreuver, la France fournit à la Wehrmacht 12% de ses automobiles, 7% de ses avions, alors que la France avait bien du mal à produire ses propres avions pour être prête en 1940. Il a fallu un plan d'urgence en 1938-39 pour doter les Français d'une aviation à peu près potable. La France donc est largement en tête des contributeurs avec 40% de toutes les livraisons industrielles des territoires occupés par l'Allemagne pendant l'occupation. Alors bien sûr, la collaboration politique a été un échec. En revanche, la collaboration économique a été un succès fabuleux pour les Allemands. La collaboration économique est un succès. Les Allemands ont su parfaitement obtenir ce qu'ils voulaient. Bon, on le sait grâce aux travaux de Fabrice Grenard, qui était venu aussi au mois de septembre, le marché noir est tenu par les Allemands. 90% des bénéfices du marché noir en France sont tenus par les occupants. Ils ont tous les rouages du marché noir français. Même si certains ici me diront « Oh, moi j'en connais des gens ici qui en ont profité du marché noir », certes, mais ils sont à la marge. Les volumes que les Allemands ont pillés par le biais du marché noir sont considérables. Alors, bien sûr, comme c'est de l'économie souterraine, c'est plus difficile à chiffrer, bien évidemment, mais on connaît à peu près les proportions. Les archives ont quand même suffisamment parlé, notamment les archives de la répression. Donc il y a un pillage minutieux des usines françaises, des mines françaises par les Allemands. Alors bien sûr, certaines usines françaises vont même être protégées par le droit allemand, à partir de 1943, par ce qu'on appelle les S-Betriebe, où le personnel de certaines usines françaises ne peut pas être requis par le STO, ne peut pas être requis pour le STO à partir de février 1943, le service du travail obligatoire, alors que dans d'autres usines qui ne comptent pas pour l'armée allemande ou pour les Allemands, les ouvriers peuvent être requis pour le STO sans problème. Mais il y a des usines où les ouvriers sont protégés par un statut particulier qui lie l'économie française à l'économie allemande. Les Allemands sont les rois de l'économie française, de l'économie des pays occupés, et en avril 1942, Otto Abetz, vous savez, l'ambassadeur du Reich en Allemagne, il a produit un tableau qu'on a retrouvé. Que dit ce tableau ? Il dit, bien écoutez, on a commandé à la France 150 000 wagons. Quand on dit commander, mettez beaucoup de guillemets, 150 000 wagons, 3 000 locomotives, 16 800 machines-outils, 109 000 automobiles, etc., etc. Et la liste se poursuit sur des pages entières. Bien, alors évidemment, Vichy a riposté sur les demandes, le pillage économique. En vain, ça n'a servi évidemment absolument à rien du tout. Cela dit, la gestion de l'occupation a provoqué des divergences entre les Allemands. Car certains services allemands veulent piller plus que d'autres. Ils veulent essayer de récupérer, chacun essaie de récupérer sa part du butin.
La France, c'est pas facile à piller, elle a été bien pillée, il a fallu 4 ans pour bien la piller. Hein. Donc il y avait des choses à piller en France, évidemment, plus que dans d'autres pays occupés par l'Allemagne. Bref, on s'aperçoit que, par exemple, il y a des oppositions dans le cadre du pillage économique de l'Allemagne, dans cette mise en coupe réglée, ce pillage de l'Allemagne, de la France, cette mise en coupe réglée de la France, il y a des oppositions, par exemple, entre les dirigeants allemands de la commission d'armistice qui siège à Wiesbaden. Richard Hemmen, par exemple, pense qu'il faut utiliser beaucoup mieux la ligne de démarcation le temps qu'elle existe. Il pensait même qu'il ne fallait pas occuper toute la France, qu'il fallait garder la ligne de démarcation comme une sorte d'objet de chantage, hein, une sorte de déversoir qu'on ferme, qu'on ouvre en fonction des besoins. Elmar Michel, qui est le patron, ils étaient tous docteurs, hein, ils se donnaient tous, ils n'étaient pas docteurs du tout, ils se donnaient tous ces titres de docteurs. Les grands chefs allemands s'appelaient docteur ceci, docteur cela. Bon. Elmar Michel, c'est le responsable de la section économique du MBF, du Militär Befehlshaber in Frankreich. Et lui, il pense que finalement, il aurait fallu occuper la France sur un autre tiers et puis utiliser la ligne de démarcation. Donc il a une vision mixte de l'utilisation. Donc chacun des grands chefs allemands a sa vision de l'utilisation la meilleure de l'économie française pour piller, pour servir, pour déverser les richesses françaises du côté allemand, évidemment, pour l'industrie, pour très gourmande, l'industrie de guerre allemande. La facture allemande est très, 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 très élevée, vous l'avez compris. Les Allemands négocient avec les entreprises françaises, imposent à Péchinet de s'associer à IG Farben, etc. On pourrait multiplier par centaines ces exemples d'alliances obligatoires. Parfois, certains patrons, je le disais tout à l'heure, iront au-devant donc des demandes allemandes. Bref, les Allemands sont venus en France pour s'encanailler, pour se servir, pour piller, pour réprimer, pour imposer aussi la solution finale. Donc la France est un laboratoire aussi pour les Allemands et un super réservoir aussi pour mener leur politique de haine, leur politique d'occupation, leur politique de pillage et leur politique de guerre absolument dévoreuse. Et l'économie, c'est aussi toute la pègre nazie. Il y a une mafia nazie qui se met en place en France. C'est étudié depuis assez récemment, notamment par Mme Pollack, par exemple, sur tout ce qui est pillage des œuvres d'art en France, Emmanuel Pollack. Mais ça avait été étudié aussi par Laurence Bertrand d'Orléac, qui aujourd'hui dirige la Fondation nationale des sciences politiques, lorsqu'elle avait écrit sa thèse sur l'art de la défaite, etc. Eh bien, il y a des pilleurs d'art. Évidemment, il y a des juifs qui sont déportés, il y a des biens spoliés, il y a des bibliothèques qui sont volées, des œuvres d'art qui ont pris la route de l'Exode, qui sont entreposées au château de Chambord, qui vont être aussi pillées. Et donc ainsi, des services allemands se mettent en place dès le 30 juin 1940 pour piller les œuvres d'art. Dès le 30 juin 1940, Keitel, qui est celui qui a tracé la ligne de démarcation avec le général Jodl, qui se retrouve d'ailleurs dans le wagon à Retourne pour signifier l'armistice, les 24 articles de l'armistice à la France. Keitel dit au commandement militaire de Paris, le général Bockelberg, qu'Hitler donne l'ordre de mettre en sûreté, je cite les termes d'Hitler, mettre en sûreté les objets d'art appartenant à l'État français. On ne parle pas encore de spoliation des biens juifs, bien sûr, à l'époque. Et de documents d'archives qui pourraient être utiles. Il faut protéger les documents historiques de la France. Mais il écrit quand même, notamment ceux qui appartiennent aux juifs. Donc déjà, on est le 30 juin 1940, déjà de suite dans les idées. Donc sans être anachronique, pour reconnaître que c'est quand même assez troublant. Et donc cela, évidemment, les œuvres d'art pour Hitler doivent servir de gage pendant la négociation d'un éventuel traité de paix avec les Français, puisque l'armistice est le préalable à un traité de paix. Donc tout ceci, évidemment. Et puis progressivement, ils vont adapter leur législation, leur culture juridique à l'occupation de la France. Et très rapidement, Hitler a un homme de confiance qui crée un état-major spécial, l'ERR. L'état-major spécial d'Alfred Rosenberg, qui d'ailleurs fera de nombreuses conférences dans l'hémicycle de l'Assemblée nationale où nous voyons les députés chaque mercredi siéger, sur la nécessité d'occuper la France, de la piller, etc., etc. Et donc il s'installe en France, Rosenberg, dès le mois de juillet 1940. D'ailleurs, il va déloger des services allemands en disant que lui, il est l'homme d'Hitler, et donc certains chefs allemands sont plus puissants que d'autres chefs allemands et arrivent, délogent des services allemands pour installer leurs propres services allemands. Ils sont d'une brutalité incroyable entre eux, ces grands chefs, soit de l'armée allemande, soit du pillage allemand, soit de la SS, soit de la Gestapo, du Zippo, du SD, des services secrets, etc., de la Feldgendarmerie, etc., etc.
Alors Abetz se plaint, lui il dit, Otto Abetz, l'ambassadeur du Reich, il dit mais moi je dépends de von Ribbentrop, le ministre des Affaires étrangères, mais j'aimerais bien avoir ma part du butin aussi artistique de la France. Et Abetz se sent floué parce qu'au départ il pensait avoir la main sur les objets de valeur. Il ne l'a pas. Et puis voilà que Göring, le gros Göring, arrive, patron de la Luftwaffe, avec aussi ses envies sur les œuvres d'art. Göring, Rosenberg, c'est un attelage infernal de pilleurs des œuvres d'art en Europe, et notamment en France. Göring possède des Degas, des Cézanne, des Braque. D'ailleurs, avec les rendez-vous de l'histoire, nous organisons bientôt la restitution d'œuvres d'art qui appartenaient à des familles françaises, donc, mais qui ont appartenu aussi appartenu entre guillemets, qui étaient dans la collection Göring, qui vont être rendues au château de Blois, bientôt dans le cadre du château de Blois, au mois de mai prochain, avec la venue d'ailleurs de la grande historienne de l'art, de la spoliation des biens juifs aussi, Emmanuel Pollack. Donc vous avez là un attelage infernal. On peut parler de pègres nazis. Ils sont très organisés entre le marché noir, la domination du marché d'art. Bon, Hitler a surtout, lui, une envie, c'est pas d'avoir des œuvres d'art, lui, c'est priver les juifs des œuvres d'art. Tandis que les autres veulent s'enrichir. Ils vendent des œuvres d'art. Göring vend des œuvres d'art. Ils vont aussi mettre la main sur la mode, la haute couture française. Et ainsi créer un nouveau marché de la haute couture, faire monter les prix pour les belles dames allemandes, etc., etc. Il y a une forme de capitalisme nazi qui se met en place à l'échelle de l'Europe. On sait qu'une partie des collections de haute couture françaises parisiennes sont achetées par des Allemandes et revendues aux États-Unis ou en Suisse. Mais les Allemands, très vite, vont s'apercevoir que le séjour n'est pas si agréable que ça en France, lorsque les premiers grands attentats vont commencer à retentir en France, notamment avec l'assassinat, alors bien sûr, de l'aspirant Moser dans le métro parisien en 1941, mais surtout, il y a un attentat qui va beaucoup marquer les Allemands, c'est l'attentat qui permet de tuer le commandant Hotz à Nantes au mois d'octobre 1941. Les bataillons de la jeunesse communiste donc, se sont organisés pour tuer plusieurs Allemands. Et à partir de ce moment-là, donc, vous savez qu'il y a eu la politique des otages, où pour un Allemand tué, 50 otages français seront tués, notamment pour le commandant Hotz. Il y aura Guy Môquet parmi les 50 premiers otages qui vont être fusillés. D'ailleurs, les Allemands vont être aidés par Pierre Pucheux, le ministre de l'Intérieur, qui va désigner des communistes, des juifs, prioritairement, qui ne sont pas de bons Français, pour être fusillés. Mais cette politique de fusillade est très impopulaire. Et donc les Allemands, au lieu de s'attirer, je dirais, au lieu de pratiquer une terreur qui pourrait figer la population, au contraire, ils vont plutôt exciter la population française contre eux. Donc ils vont organiser des grands procès à grand spectacle. Le premier grand procès à grand spectacle, c'est celui du mois de mars 1942, qui a lieu à l'hôtel de l'AC, la Galerie des Fêtes, c'est-à-dire cette antenne qui rejoint l'Assemblée nationale à la présidence de l'Assemblée nationale, qui joint les deux bouts de l'Assemblée nationale. Donc bref, dans l'hôtel de la présidence de l'Assemblée nationale, un procès est organisé, 7 jeunes communistes qui sont censés avoir assassiné le commandant Hotz à Nantes. Ils n'y sont jamais allés. Mais il fallait 7 jeunes communistes, dont 2 étaient juifs. Ils venaient tous du 11e arrondissement de Paris, ils avaient 17 ans de moyenne d'âge. Ils ont été dénoncés, et c'est la police française qui les a remis aux Allemands. La police française, la préfecture de police de Paris, très efficace, avec notamment le commissaire Weber, qui a eu la Légion d'honneur en 1965, et qui a été ce commissaire, très grand commissaire en plus, qui a su faire travailler des petits policiers de bas étage, les rendre très efficaces en leur permettant des promotions absolument impossibles en temps de paix pour monter dans la hiérarchie de la police française. Bref, les Allemands se servent. Et il y aura donc ce procès, ils vont être condamnés à mort, fusillés parmi les 1006 fusillés du Mont-Valérien. Autre procès un mois après, en avril 1942, à la Maison de la Chimie. Et puis, les Allemands se rendent compte que finalement, ces grands procès à grand spectacle, parce que vous savez que les Allemands, souvent, ils condamnaient les gens sans qu'il y ait de publicité. Vous appreniez le lendemain dans un journal qu'un tel avait été fusillé. Point. Procès, évidemment, qui étaient des parodies de procès, comme les procès à grand spectacle. Mais là, ils ont voulu rendre public ces grands procès pour essayer d'édifier l'esprit des Français, pour essayer de calmer leur envie de résistance. Ça ne marche pas. Donc effectivement, les Allemands vont monter en gamme, en répression. Il y aura un troisième grand procès, mais beaucoup plus tard, en février 1944, qui est celui de l'affiche rouge, notamment en février 1944. Donc les Allemands ne savent plus où donner de la tête face aux actions de la résistance, pas que communistes d'ailleurs, mais communistes. Je rappelle entre-temps qu'il y a des communistes qui ont commencé à résister bien avant 1941. C'est-à-dire que souvent on dit, à cause du pacte germano-soviétique, les communistes n'ont rien fait avant juin 1941, avant l'attaque
de l'URSS par l'Allemagne. C'est faux. En 1940, il y a des gens dans Paris, des ouvriers qui sont communistes et qui se réunissent sans s'occuper de Thorez, qu'ils prennent pour un traître d'ailleurs, hein, ou d'autres dirigeants du Parti communiste. Ils ne s'occupent pas de ça. Ils sont avant tout patriotes. Communistes et patriotes, ou patriotes et communistes. Ça, c'est important aussi à rappeler dans la chronologie. Bref, les Allemands essaient de mettre en place des répressions qu'on appelle des répressions expiatoires, des persécutions expiatoires. Les Français doivent expier leurs fautes, et tous les Français. Donc les Allemands, face à la résistance, vous comprenez bien que c'est un combat inégal. Les Allemands, une machine de guerre surpuissante, eh bien, ils ont de plus en plus peur, à partir de 1942, 1943, de la résistance française, ils ne savent plus où donner de la tête, et ils vont avoir la chance d'utiliser la milice de Darnan, hein, de Darnan, et pas d'Arlan, bien sûr, et donc là encore, de bons Français qui vont aider l'armée allemande à réprimer notamment les maquis à partir de 1943. Si on fait une rapide typologie et qui suit la chronologie, au début, si vous voulez, l'armée allemande, les occupants vont mettre en place un appareil judiciaire, un appareil juridique allemand qu'ils vont plaquer sur la France, et ils vont juger les actes de résistance au coup par coup, dans un premier temps. Ensuite, ils vont s'apercevoir que la police française peut être utile, d'où les accords Bousquet-Auberg, à partir du printemps 1942. Puis, les maquis sont créés au moment où le STO donc doit réquisitionner près de 650 000 jeunes Français. Donc, évidemment, c'est requis, ils veulent s'en aller pour beaucoup, et donc ils vont dans le maquis, ils forment des maquis, etc. Les résistants sont un peu embêtés, comment former toute cette jeunesse qui ne sait pas se battre, ils vont nous faire repérer, etc., etc. Donc, à partir de ce moment-là, la Wehrmacht, la SS, le ZIPO-SD et 30 000 hommes de la milice française vont donc commencer à exécuter des civils qui sont supposés être des complices des Français résistants, qui dans les Glières, qui plus tard à Saint-Marcel, qui dans le Limousin, qui dans la région. D'ailleurs, à partir de 1943, on voit que les Allemands sont très efficaces à décapiter le sommet de la résistance. Jean Moulin en a fait les frais parmi d'autres, de l'Estrin, Brossolette et d'autres encore. À partir de 1944, c'est la terreur totale qui est pratiquée par les services de répression allemande, avec des expéditions punitives. Ça ira de mal en pis. En 1944, février 1944, des massacres dans l'Ain, dans le Jura. Ce sont des opérations, disent les Allemands, de nettoyage. Hein, opérations de nettoyage dans l'Ain, dans le Jura. Les opérations qui ont été menées depuis longtemps en URSS, en Ukraine, par les SS, sont reproduites en France, notamment dans nos régions. Dans les Glières, en Haute-Savoie, à partir de mars 1944, où 110 maquisards sont tués, des dizaines de civils également, 100 Allemands aussi ont été tués pendant ces embuscades dans les Glières. Les Allemands sont de mauvais perdants. On se rend compte en lisant les archives allemandes que plus ils ont de problèmes à occuper la France, plus ils ont de problèmes à y rester, avec la menace d'un débarquement probable, rapidement, même si Hitler n'y croit pas du tout. Il ne croit pas du tout à la réussite d'un débarquement. Peut-être aura-t-il lieu, dit-il, mais ils ne réussiront pas. N'empêche que les Allemands qui sont sur le terrain disent à Hitler, il faut remonter à Berlin, que la situation devient difficile. Hitler s'en fiche, il faut tenir. Donc vous avez les services allemands qui de nouveau s'opposent les uns aux autres pour faire montre de la plus grande efficacité dans la répression. Regardez, c'est nous les plus efficaces à l'ambassade. Mais non, c'est nous les services d'occupation allemands. Mais non, c'est nous la SS les plus efficaces. Et la guerre des services continue pour être très efficace en 1944 et apparaître au meilleur de leur efficacité face à Hitler et à von Ribbentrop, qui est l'homme aussi l'un des bras droits de Hitler à ce moment-là. Ils sont des mauvais perdants. Pensez qu'à l'été 1944, après le débarquement, ils ont été jusqu'à tuer 500 détenus à la prison de Montluc à Lyon. Tulle, 99 pendus, Oradour, 642 morts, Maillet en Indre-et-Loire, 124 habitants tués sur 500, massacrés. Buchères, on en parle beaucoup moins dans l'Aube, 78 civils exécutés, massacrés, dont 3 bébés. Argenton, 67 civils. Tourouvre, dans l'Orne, 18 civils massacrés et brûlés, etc. Il y a d'autres petits villages comme ça de France qui ont été les victimes de ces mauvais perdants d'Allemands qui refusaient évidemment de repartir ainsi du pays, alors que pour certains, ils avaient beaucoup... Bien sûr, il y en a qui le faisaient aussi par idéologie, notamment parmi les SS. Ici, une carte qui reproduit aussi une répression
de plus en plus importante de la part des tribunaux militaires allemands. Je n'ai pas le temps d'en parler là, mais les Allemands avaient mis en place aussi tout un système de tribunaux à plusieurs échelons en zone occupée qui ensuite vont travailler en zone non occupée. Mais on pense que la justice ordinaire allemande a déjà fait exécuter près de 5000 Français. Donc vous ajoutez ça au massacre, au bombardement du début de la guerre, etc., etc. Donc il y a une véritable justice expiatoire qui est liée à une répression obsessionnelle de la part des Allemands à mesure que la résistance se manifeste. Les Allemands iront même jusqu'à s'opposer sur comment bien résister au débarquement. Rommel, qui est le chef des troupes allemandes sur le mur de l'Atlantique qui fait 6000 km depuis la Norvège, enfin sur toutes les côtes occupées par les Allemands. Sur la France, c'est 2100 km de côte de béton, avec des chiffres absolument ahurissants sur le plan. C'est 11 millions de tonnes de béton en France pour le mur de l'Atlantique, 1 million de tonnes de ferraille, 200 firmes allemandes qui participent aux travaux, 1500 entreprises françaises de gré ou de force qui participent à la construction de la partie française de l'Atlantic Wall, c'est-à-dire du mur de l'Atlantique, 300 000 ouvriers français, 150 000 hommes qui sont des esclaves, qui viennent de toute l'Europe occupée. C'est près de 600 000 obstacles qui sont installés sur les plages pour empêcher le débarquement, mais Rommel n'a pas confiance, il est sous pression, et il s'oppose à von Rundstedt, qui est le grand responsable de l'état-major des troupes allemandes sur l'ensemble du front de l'Ouest, l'Oberwest, comme on l'appelle. Von Rundstedt pense qu'il faut résister depuis l'intérieur des terres, quand Rommel pense qu'il faut résister depuis les plages. Et Hitler, il leur dit « débrouillez-vous ». Il y en a un des deux qui disparaîtra s'il a tort. Point. Voilà ce que disent aussi les échanges. Donc il y a vraiment des coups de théâtre aussi. Et là, pour le coup, si au début de la guerre, c'est le commandement français qui s'est mal coordonné, on voit bien qu'à la fin, quand même, c'est la débat du côté des dirigeants allemands qui occupent la France ou qui doivent s'occuper d'éventuellement repousser le débarquement. Donc le débarquement a lieu, vous connaissez bien sûr la suite, et les Allemands vont finalement, bien sûr, perdre la guerre, mais cette histoire des Allemands et de la France n'est pas finie. Elle ne s'arrête pas le 6 juin 1944, elle ne s'arrête pas au mois d'août 1944 avec le débarquement de Provence. Elle continue. Des centaines de milliers d'Allemands sont faits prisonniers, ne l'oublions pas. Et les derniers prisonniers allemands partiront de France en 1949. Et il va falloir ensuite, bien sûr, écouter ces Allemands qui ont occupé la France dans le cadre de procès qui vont durer jusqu'au début des années 1950. Cette histoire de l'Allemagne, des Allemands en France, des Allemands et de la France, est une histoire longue, évidemment. Alors, cette histoire est une histoire, on ne va pas faire ici toute la chronologie des procès, une partie des chefs qui ont occupé la France, des chefs allemands qui ont occupé la France, une grande partie de ces chefs n'ont pas été punis. Ou ont été punis, mais très timidement, il faut le savoir, ou ont été faits prisonniers plus loin, en URSS, en Allemagne, par les Américains, etc. En tout cas, la France, les Américains n'ont qu'un seul mot en 1945-1946, c'est qu'ils réparent, en parlant des Allemands, qu'ils réparent. 907 000 Allemands sont faits prisonniers, et au total, donc, qui vont donc... au total pour la France, qui vont donc travailler, 907 000 prisonniers allemands travaillent en France. De Gaulle en avait demandé 2 millions. Mais les Américains disent non, c'est pas possible, on ne pourra pas vous donner 2 millions de prisonniers pour déminer la France, etc. Bref, des dizaines, des centaines de milliers de prisonniers allemands vont travailler en France, déminer le pays. Gros problème, comment les nourrir ? Alors que les Français ont déjà tant de peine à se nourrir, alors que la ration calorique des Français est à peine de 1800 calories jour quand il en faut 2500, en ne bougeant pas ou presque. Donc vous imaginez pour les travailleurs de force ce que ça pouvait être, les paysans, les couvreurs, etc. Bref, 50% des prisonniers de guerre allemands travaillent dans les fermes en France, dans l'industrie, le bâtiment, les mines, le déminage. 50 000 prisonniers de guerre allemands sont morts pendant le déminage, qui avait été dirigé d'ailleurs par Raymond Aubrac. C'est Raymond Aubrac qui dirigeait les services de déminage en France. 5 000 morts, donc... petite erreur. 50 000 prisonniers de guerre allemands mis au service du déminage. 5 000 sont tués, 10% sont tués. Donc ça fait 5 000 soldats allemands qui sont tués pour le déminage de la France. 22 000 soldats allemands sont morts pendant leur captivité en France à cause de la pénurie alimentaire. C'est peu connu. Et de la mauvaise hygiène, des maladies, notamment dans les camps de prisonniers, non pas français, mais allemands en France. Plusieurs milliers d'Allemands aussi, de prisonniers de guerre allemands, sont restés en France après
le départ de la plupart, en 1949. Près de 30 000 prisonniers de guerre allemands sont restés en France après 1949, et la France a offert des contrats de travail à des Allemands prisonniers de guerre qui avaient des compétences dont la France avait besoin. Ils considéraient que ce n'était plus des ennemis, etc., etc. Évidemment, ce n'était pas très bien vu par la population. Voilà. C'est aussi, il a fallu juger les crimes allemands. Je terminerai avec cela. Il y a eu bien sûr Nuremberg, vous le savez, pour les plus grands criminels. 20 000 Allemands ont été condamnés, 20 000 Allemands qui ont été occupants de la France ont été condamnés hors de France, alors qu'ils ont commis leurs méfaits en France. Des milliers d'Allemands qui ont commis des crimes en France ont été jugés ailleurs, ont été jugés en Allemagne, ont été jugés parfois, oui, en Allemagne principalement. Il y a 4500 Allemands qui ont été jugés par les tribunaux militaires français en France ou dans la zone d'occupation française en Allemagne. Il y avait aussi cette zone d'occupation qui était aussi une prison géante pour Allemands arrêtés. Bien sûr, des SS, des anciens capots des camps, des responsables de prison, voilà, bon. Alors, qu'en est-il advenu de Elmar Michel, de Otto Abetz? Elmar Michel, vous savez, j'en ai parlé tout à l'heure, qui a pillé la France de fond en comble, a été emprisonné dans une prison américaine, puis une prison française, et il a eu la permission de rentrer chez lui en février 1951. Richard Hayman, dont je vous ai parlé tout à l'heure, qui a pillé la France, qui a été extrêmement dur aussi à l'égard des Juifs, à l'encontre des Juifs, patron de la commission d'armistice allemande, franco-allemande, condamné aux travaux forcés, puis à la prison à vie, puis finalement libéré. Abetz, son procès a lieu en juillet 1949. Il est condamné à 20 ans de travaux forcés, alors qu'il est quand même à l'origine de la déportation de centaines et de milliers de Juifs de France. 20 ans de travaux forcés, il a été accusé de pillage, de spoliation des biens juifs, c'est ça qui lui coûte le plus cher d'ailleurs, de la mise en place du STO et de l'exécution d'otages, du meurtre de Mandel, l'ancien ministre. 20 ans de... Alors, l'exécution des otages et le meurtre de Mandel, j'ai retrouvé le procès, ne sont pas retenus par l'accusation. Bon. Il est libéré en 1954 et il meurt d'un accident de voiture en 1958. Karl Oberg, patron de la SS en France, avec qui Bousquet a tant dîné, déjeuné, avec qui il a tant prêté le concours de la police française. Il est condamné à mort avec Helmut Knochen en allemand, qui était aussi l'un des chefs les plus criminels de France pour l'Allemagne. Ils sont condamnés à mort en 1954. Mais Karl Oberg et Knochen sont libérés en novembre 1962. Pourtant, ils sont bien responsables de la mort de milliers de Juifs et de résistants. 3 mois après leur libération, était signé le traité de l'Élysée entre le général de Gaulle et Konrad Adenauer. Leur libération est sans doute due à une volonté d'apaisement, à un moment où l'Allemagne et la France, sur le plan politique, cherchaient à se réconcilier. Cela dit, si la réconciliation a été faite politiquement assez vite, à partir de 1963, qui est à l'origine des premiers comités de jumelage en France, franco-allemand, dès le traité de l'Élysée signé, la paix dans les cœurs en France est loin d'être signée, si vous me permettez cette expression. Je rappellerai une petite expérience personnelle. Ma grand-mère était slovaque. Elle avait souffert des nazis, et ensuite des staliniens, mais peu importe. Et quand mon père lui a dit « Eric va partir en Allemagne dans le cas d'un jumelage », elle a dit « Ah non, jamais chez ces Boches ». Et quand elle l'a dit à ses copines françaises, elle a dit « Mais il est fou !» Et en fait, on voyait que c'était dans les années 80. La paix dans les cœurs, dans bien des chaumières, n'était toujours pas faite, l'occupation était toujours présente, évidemment. D'ailleurs, cette brave grand-mère avait toujours 4 kilos de sucre dans son armoire, tel est si bien qu'il y avait toujours des fourmis dans l'armoire, mais il n'y avait rien à lui dire. Elle avait souffert des privations de la Seconde Guerre mondiale. Mais je me rappelle que la semaine dernière, en voulant acheter des pâtes, je n'ai pas trouvé de paquet de pâtes dans les supermarchés de mon village. Je me dis, les gens ont des réflexes assez bizarres parfois, par procuration. Bref, vous voyez, cette histoire allemande, finalement, l'histoire de la France et de l'Allemagne se termine plutôt bien, pourrait-on dire, à l'échelle d'un siècle, à l'échelle d'un demi-siècle. On s'est tapé dessus tant qu'on a pu. Ces Allemands, si triomphants depuis 1940, finalement, ont été battus. Leur jusqu'au-boutisme a été en partie condamné. Évidemment, leurs exactions en partie aussi condamnées, notamment par le tribunal de l'histoire, mais pas seulement par des procès en bonne et due forme. On voit bien que le rythme, et je viens de le dire de façon plus concrète, si vous me permettez, c'est que le rythme des relations internationales n'est pas celui des cœurs, n'est pas celui des esprits.
La France a dû regarder son passé malgré tout, et a du mal encore parfois à regarder son passé en face, tout comme l'Allemagne. L'Allemagne ne croyait pas que c'est facile pour les Allemands de regarder leur passé en face, c'est assez compliqué parfois encore. On a encore parlé de la réaction du chancelier la semaine dernière en disant l'armée allemande va se réarmer, ce qui a choqué certains Français, il ne faut pas l'oublier, y compris des Français qui n'ont pas vécu l'époque. Bref, sachons que l'Allemagne aujourd'hui et la France sont plutôt réunifiées, pourrait-on dire, dans l'amitié, et c'est plutôt ce que nous retiendrons de cette histoire, mais on se rappellera que cette histoire de l'occupation allemande vue du côté allemand est une histoire cruelle, est une histoire souffrante, est une histoire qui a permis aussi aux Allemands de piller le pays et de mettre à dos les Français pour très longtemps. Et donc cette occupation vue du côté allemand permet de voir aussi les moqueries, parfois, de certains Allemands sur ces divisions des Français, de ces Français qui finalement n'étaient pas si polis, n'étaient pas si propres, étaient incapables de s'entendre et qui ont perdu la guerre en 10 semaines. Voilà, je vous remercie beaucoup. Bon, je vois que j'ai dépassé le temps, hein, mais bon, pas de problème pour répondre à des questions. S'il y en a qui veulent intervenir, poser les échanges. Madame, vous me donnez combien de temps? 10 minutes? On prend 10 minutes, un quart d'heure? Très bien. Alors, est-ce qu'il y a des gens qui veulent poser des questions, qui veulent réagir? Pardon, juste en préliminaire. Au tout début, vous avez parlé de la guerre d'Algérie. Et vous avez parlé que vous pouviez... Pour les archives, oui. Vous voyez que les archives avaient été déclassifiées sur la guerre d'Algérie. Archives en France. En France. En France. Moi, j'ai parlé des archives algériennes détenues par l'Algérie. Vous voyez? Et effectivement, Benjamin Stora, mais il n'y a pas que lui. Raphaël Branche, Madame Raphaël Branche, qui est une grande spécialiste de l'Algérie. Et Raphaël Branche a le même âge que moi, je la connais très très bien. Elle a travaillé sur la torture en Algérie. Et elle me disait l'autre jour, Eric, tu sais, je crois qu'il va falloir qu'on se mette dans la tête que de notre vivant, nous ne verrons pas le regard. Alors moi je lui dis, peut-être pas, mais peut-être on verra aussi. Cela dit, n'oublions pas que la résistance, ou les clandestins algériens qui se sont battus contre l'armée française, par essence, n'ont pas laissé certainement beaucoup d'archives. Les résistants, ils ne laissent pas beaucoup d'archives, puisque la clandestinité aidant, on n'a pas laissé derrière soi des traces. Donc je ne sais pas quelle archive on pourrait trouver. Pour l'instant, c'est sûr que c'est grâce à la littérature algérienne, grâce aux témoignages. Moi j'ai rencontré pas mal d'Algériens, ce que l'armée française appelait les félagas, j'en ai rencontré pas mal, qui témoignent, hein, qui évidemment sont... Bon, moi j'ai un beau-père qui a fait l'Algérie, il ne vaudrait mieux pas qu'il se trouve en face, hein, mais qui témoignent de façon... de son point de vue. Et c'est assez étonnant, parce qu'on se dit finalement, lui, il a le point de vue de celui qui a été occupé, qui a eu le sentiment d'avoir... qui a été, pas le sentiment, qui a été occupé par une armée coloniale, etc. Donc il va falloir qu'on accepte ça, mais voilà, il faut du temps pour accepter. Madame. Personnellement. Attendez, je ne sais pas, vous donnez le micro, ça ne vous dérange pas? Oula, Oui, madame. j'ai une voix complètement quête. On se lavera les mains après. Oui, personnellement, j'aimerais vous rencontrer, bavarder longuement, et je crois que ça porterait beaucoup d'eau à votre moule par des pas. Je n'emploie pas le terme anecdote, vu le terme de la façon dont il a été employé à propos des crématoires. Je ne trouve pas de mots qui correspondraient à anecdote, mais qu'importe. Je vais vous dire simplement que la France était occupée avant même le 18 juin 40. Je ne vous citerai qu'un cas, à la Madeleine. J'habite à la Madeleine depuis 1930. Je ne sais pas si vous connaissez mon âge, je vais vous le dire, ça ne me gêne pas. J'ai 99 ans. Bravo. Quelques personnes me connaissent par des allocutions, par des interventions. Donc la France était déjà occupée par un moulin, il ne serait qu'à la Madeleine. Il y avait un livreur de charbon chez Dubuisson qui parlait correctement le français, un français sans accent. Et quand les Allemands sont arrivés, ils savaient très bien où les diriger pour réquisitionner toutes les maisons qui ont été réquisitionnées, soit rue de Paris ou autre. Ceci, ce n'est qu'un exemple parmi tant d'autres, et j'en aurai énormément. Évidemment, j'aimerais m'entretenir avec vous, mais vous n'en avez sûrement pas le temps. À voir. Non, merci madame, c'est
Ce que vous dites est intéressant dans toutes les occupations, les invasions, les installations. On retrouve ce phénomène-là. Alors, cet Allemand n'était peut-être pas forcément ce qu'on appelle le membre de la 5e colonne, mais il vivait ici peut-être parce qu'il avait été marié, on n'a pas eu tout en parler. Non, c'était Allemands son mariés travail. à des Françaises, etc. C'était son travail. Mais vous avez aussi à l'inverse, on le voit en 14-18 et en 39-45, des gens qui étaient français mais qui avaient des noms à connotation alsacienne ou allemandes, qui sont retrouvés aussi victimes de Français qui se sont dit, ben voilà, ce sont des pros, machin, etc. En Ukraine, il y avait même problème. Des gens qui avaient des liens avec la Russie, là, il y en a qui ont eu mal à partir avec les Ukrainiens dans les villages. Là. Même en Prusse orientale. Ouais. À le moment de la révocation de l'édit de Nantes, il y a une famille descendante d'Étienne de la Marche qui est partie avec sa fortune s'installer en Prusse orientale. Et là, il a exploité une carrière de sable, les sables Zand, et le nom Étienne, Stephen Zand. Et justement, est-ce que j'y arriverai? Je ne le sais pas, vu mon âge. J'ai en projet d'écrire un livre, une amitié improbable. Et c'est cette amitié avec des Allemands, pas avec tous. Parce qu'il faut distinguer chez les Allemands la jeunesse hitlérienne qui a été prise presque au berceau et formée selon le principe d'Hitler. Et puis les autres, il y avait aussi les vieux briscards, comme papa les appelait, de la guerre de 14. Bien sûr. J'ai 2 minutes pour vous citer un tout petit exemple. On avait prévenu les Français, quand les Allemands arriveront, parce qu'on les attendait quand même, surtout, ne ramassez pas les stylos, c'est peut-être des explosifs, ne ramassez pas les bonbons, ils peuvent être empoisonnés. Or, un jour, au magasin, mes parents étant gérants d'épicerie, entre un monsieur réfugié d'Alsace, monsieur Bonneau, qui avait au bras sa petite fille avec des pansements, elle avait été blessée pendant l'exode. Et arrive aussi un Allemand que papa appelait les vieux briscards. Des vieux briscards de 40 ou 50 ans, c'est tout. Et cet Allemand veut donner un bonbon à la petite fille, qui avait bien entendu la leçon et qui le refuse. Ce monsieur, la consternation se lit sur son visage. Et alors, qu'est-ce qu'il fait? Il ouvre sa veste, il sort son portefeuille et il montre une photo. Lui aussi était père de famille. Et en voulant donner un bonbon à cette petite blessée, c'était simplement un geste de papa. C'est tout. J'en aurais beaucoup trop quantité. Merci. Bien sûr, merci beaucoup, madame. Évidemment, là, j'ai parlé évidemment plutôt d'une histoire par le haut, mais quand j'ai écrit mon livre, évidemment, j'ai aussi donné de la chair à mon travail, et à travers les lettres des Allemands à leurs femmes, et vice-versa, on a des pages d'amour, des pages d'amour paternel, de ce papa qui a hâte de rentrer, qu'est-ce qu'on fait à ces pauvres Français, etc. Sur la ligne de démarcation, j'ai eu beaucoup de témoignages de soldats allemands, enfin beaucoup, quelques-uns de soldats allemands, qui jouaient au tarot avec des Français, qui s'ennuyaient, qui racontaient en buvant le café ou en buvant un petit coup de Sauvignon là-bas en Touraine avec un prêtre du coin, que ça leur pesait et que s'ils pouvaient s'en aller, déserter, ils le feraient, mais que retourner en Allemagne, c'était pas évident, que ceci et que cela. Donc on retrouve ces histoires. Il y a ces vieux briscards, comme vous dites, effectivement, 14-18, qui, quand ils arrivent en France, se disent, mais on ne va pas recommencer. Alors, il y en a qui ont l'esprit vengeur, mais pas tous. Il y en a qui ne veulent pas reconnaître la guerre. La guerre de tranchées tellement terrible qu'ils se disent, on ne peut pas revivre cette guerre. Bon, ça a été d'autres guerres, c'était une guerre de mouvement, une guerre moderne, pourrait-on dire. Est-ce que quelqu'un voulait réagir ou poser des questions Il y a des photos qui ont circulé avant que vous commenciez la conférence. Oui, ah oui, des photos de l'Exode. Oui. Alors des photos de l'Exode. Ah oui, par contre, j'ai plus le code, moi, j'ai pas le code. Elsa va me mettre le code. Monsieur, allez-y pendant que. Est-ce que vous savez s'il y a des études qui ont été faites sur les professeurs d'allemand qui étaient en France et les relations des professeurs d'allemand avec l'armée d'occupation? Hélas, il y a eu, et voilà, j'ai vu dans l'exposition hier, pas plus tard hier, qu'un professeur d'allemand, je crois, a été exécuté au moment de l'épuration extrajudiciaire, que l'on dit sauvage. Il y a, par exemple, en Touraine, il y a eu des articles
qui ont été faits pour... il y a eu un article qui a été fait à l'Académie de Touraine, c'est les académies savantes, sociétés savantes, sur notamment ceux des Français qui avaient les traductrices qui n'étaient pas forcément des professeurs d'allemand, mais dont beaucoup étaient tondus. Mais certaines sont parties quasiment en Allemagne, pas forcément parce qu'elles avaient un lien amoureux avec un Allemand, mais parce qu'elles sentaient que ça pouvait être très dangereux de rester en France, donc elles sont parties en Allemagne, sont venues plus tard, discrètement. Une enquête, écoutez, à ma connaissance, je connais beaucoup de choses, et pas tout, mais à ma connaissance, je ne vois pas de livre sur effectivement un sujet qui est absolument serait formidable à traiter, sur de l'utilisation et de l'instrumentalisation des professeurs d'allemand en France par les occupants. Je sais par contre qu'il y a eu des études, moi j'ai retrouvé aussi pas mal de choses sur les avocats qui étaient requis par les services allemands pour les procès. Tout à l'heure je vous ai parlé de procès à grand spectacle, il y a eu des avocats alsaciens qui travaillaient à Paris, qui ont été requis d'office, ils ont découvert le dossier une demi-heure avant le procès, puisque c'était pas du procès. Mais il y en avait aussi dans tous les autres procès, il y a eu des centaines de procès faits dirigés par des juges allemands contre des résistants qui n'étaient pas à grand spectacle, donc ils passaient devant des juges, les résistants ils étaient fusillés au Mont-Valérien ou ailleurs, à Besançon, à Moulins, etc. Et puis le lendemain matin, on apprenait qu'un tel avait été fusillé. Point. Mais dans tous les cas, il y avait toujours, ils essayaient les Allemands, ils donnaient une forme presque légale à ce qui était des parodies de procès, en réquisitionnant des avocats qui savaient parler l'allemand. Il pouvait y avoir aussi des noms alsaciens, mais ceux-là ont été un peu gênés après la guerre. Ils ont été souvent embêtés par des résistants, des maquisards, des gens qui, parfois n'ont pas résisté beaucoup, mais parfois même parmi ceux qui avaient beaucoup résisté, il y avait effectivement, il y en a qui ont eu mal à partir à la récupération. Ouais. Mais dans la justice française, il y a aussi des magistrats qui ont parfaitement bien servi l'occupant. Là par contre, vous avez, et là c'est un autre dossier, sur les magistrats, vous avez Alain Banco qui a étudié ce qu'il appelle une magistrature ordinaire. Voilà. Robert Badinter a parlé aussi, a beaucoup travaillé aussi sur la justice, au travail des juges, dans le cadre de la politique de la solution finale. Oui, simplement une anecdote. Au lycée de filles, donc avant 1986, il y avait un professeur allemand qui était allemand, M. Fabricius, et un jour, dimanche, avec une autre collègue, on l'a emmené faire un circuit promenade dans le Bourbonnais, puis naïvement, je lui demande, vous connaissez une norme, le truc bête, et il me répond, j'ai été en 44. On n'a pas insisté, on ne sait pas ce qu'il pensait de l'occupation. Ouais. Bon, apparemment, il n'était pas nazi, mais enfin, parce qu'on a parlé autrement, mangeait les tables, etc. Ça fait quand même un choc. Oui, alors après, il y a ceux qui vous diront, moi je ne sais non, pas. Il ne nous a pas fait de politique, il nous a Oui, pas fait de. mais il y a ceux simplement qui voulaient manger. Oui, ouais. Il y a ceux qui ont eu peur. Vous savez, une population qui a peur, regardez, le Covid, c'était pas une guerre, mais des gens qui ont des comportements bizarres par peur, à cause de la médiatisation. J'entendais la semaine dernière Madame Morano, pardon, c'est de l'histoire, non mais c'est de l'histoire, qui pour la énième fois raconte que, bon, les réfugiés c'est plutôt, etc., mais qu'il y a des réfugiés en gros qui sont plus valables que les autres. Et elle insiste en disant ce qu'elle dit depuis des années, que les réfugiés syriens étaient des gens qui avaient abandonné leur pays. Ça veut donc dire que tous les réfugiés, et pas que syriens, pour elle, sont des fuyards. Je lui ai répondu dans le Washington Post il y a 10 ans, je lui ai répondu dans le Huffington Post il y a 4 ans. Mais je crois que, voilà. Le problème, c'est que sa voix porte plus que la mienne. Ces gens-là, ils ont accès aux médias, etc. Nous, ils vous balancent un truc en 10 secondes là-dessus, et nous, il nous faut 10 minutes pour pouvoir expliquer que c'est pas vrai, c'est faux. Mais qu'est-ce que nous ferions si demain, on a des missiles qui arrivent dans le coin, qu'on voit des volutes de fumée? Qu'est-ce qu'on fait? Ensuite, il s'installe, l'occupant. Hein, évidemment, dans un cas comme dans l'autre, c'est très difficile de porter un jugement. Après, ceux qui ont largement collaboré idéologiquement, etc., évidemment. Si vous voulez. Il y en a qui parfois se sont accommodés de la présence allemande, et il y a ceux qui ont été attentistes, il y a ceux aussi qui ont sauvé les Juifs. On s'aperçoit aujourd'hui qu'il y a beaucoup plus de familles françaises qu'on ne pensait qui ont sauvé... Pourquoi est-ce que la France est un des pays où il y a eu le moins de Juifs qui ont été envoyés dans les camps de la mort par rapport à la population? Parce qu'il y a eu beaucoup de familles qui ont aidé à ce moment-là. Mais ça a été aussi un peu caché pendant quelques temps. C'est des sujets qui ne sont pas étudiés, des sujets tabous. Alors ici, c'est les images de l'Exode. Ici, il y a un point d'eau.
elles sont extrêmement d'actualité. Hein. Là, par exemple, ici, j'ai vu quasiment une image identique il y a 2-3 jours, hein, où une grand-mère était transportée dans une brouette. Voilà, là, il rentre, c'est le retour. Là, il y a le drapeau nazi, il rentre de l'Exode. Là, c'est un des nombreux ponts que le génie français a fait sauter pour ralentir l'avancée de l'armée allemande en 1940, et puis donc, ils reviennent tant bien que mal. Ça, ce sont des gendarmeries françaises. Là, c'est le retour de l'Exode aussi. Ça, c'est un corbillard qui a servi à partir sur les routes de l'Exode. Voilà. Ça, ce sont des dessins d'enfants, il y en a pas mal. Il y a une école à Montmartre où l'institutrice avait demandé aux enfants de dessiner leur guerre. Il y a énormément de dessins de l'Exode, et Antoine Prost, l'historien, avait fait publier justement les dessins de l'Exode. Tout à fait intéressant. Voilà. 2 minutes, s'il vous plaît. Ah, notre doyenne. Vous en prie, madame. Je ne peux pas laisser passer ça. J'ai entendu quelqu'un tout à l'heure parler d'un professeur au lycée Bonville. Non, cette fille. Et cette jeune fille. Cette jeune fille, excusez-moi, oui. Je devrais savoir si j'étais moi-même. J'avais donc comme camarade de classe la fille adoptive de M. Buriot d'Arcile. Je vais vous dire les noms, moi. Ça ne me gêne pas du tout. Or, sa fille, en admiration devant ses parents adoptifs, ce qui est normal, mais malheureusement, les parents adoptifs, M. Buriot d'Arcile notamment, était un passionné de la culture allemande. Ça, je peux fort bien le comprendre, la musique et autres. Mais où il a poussé un petit peu le bouchon, un peu loin, c'est en invitant le commandant de la place, Masse, à déjeuner avec eux le jour du départ des Allemands. Et sa fille au lycée Banville, au lycée de jeunes filles, faisait une propagande éhontée avec 2 autres de ses camarades en faveur des Allemands. Et il y en avait 2 qui avaient un art graphique qui, au tableau, pendant l'absence du prof, dessinaient des uniformes allemands, des casques allemands. Oh, ils étaient superbes. Mais moi, ça me hérissait le poil du dos, hein, je peux vous le dire. Parce que les Allemands, quand je les ai vus, pour moi, c'était l'ennemi. Il aurait été anglais, russe, espagnol ou n'importe quoi. C'était l'ennemi. L'ennemi de la France, c'était un occupant. On n'avait pas à se lier d'amitié avec lui. Un peu de pudeur, un peu de patriotisme, s'il vous plaît. Alors, quand on écrit, il a été fusillé sans savoir pourquoi, c'est dommage qu'il ne l'ait pas su. C'est tout ce que je voulais dire, mais ça me révolte. C'est tout le problème du travail. Il y a des travaux qui ont été faits sur l'épuration sauvage, etc. Et sur le don de la justice, évidemment, qu'on préfère toujours juger un homme avec, pas comme les Allemands le faisaient, c'est-à-dire avec véritablement une instruction du procès, etc. Évidemment, évidemment.